Il est donc question ce soir de transition énergétique. Alors, vous avez beau être ingénieur, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu droit à des devoirs de philo quand vous étiez plus petit. Alors, vous savez, quand on a un sujet en philo, c'est 3 mots en général. Il faut noircir 6 copies et il est de bon goût de commencer par la définition des termes qu'on va traiter. Alors, la transition, c'est facile, c'est le mouvement. N'importe quelle transition fait donc l'affaire. On va commencer par s'intéresser au deuxième terme plutôt, qui est l'énergie. Transition énergétique sans énergie, c'est compliqué. Donc, on va commencer par l'énergie et on va commencer par faire venir dans cette salle une personne de très grand talent sur l'énergie qui s'appelle M. Jean-Pierre Foucault. Vous savez que M. Jean-Pierre Foucault est le premier professeur de France puisque quand il pose une question à 20h, il y a 9 millions de personnes qui connaissent la réponse à 20h10, enfin non, il commence un peu plus tard, à 9h. Alors en général, il triche parce qu'il donne 4 réponses fermées et entre le coup de fil à un ami et le 50-50, vous êtes sûr de gagner. Donc moi, je vais faire un peu différemment. Je vais vous poser la question de manière ouverte, c'est-à-dire l'énergie, à votre avis, c'est quoi? Alors si vous faites cet exercice, là évidemment, je vais vous donner des réponses pré-enregistrées, entre guillemets. Si vous faites cet exercice autour de vous, je vous invite à le faire, donc n'importe où, au marché, etc. Et que vous demandez, c'est quoi l'énergie, à votre avis? Vous êtes sûr, dans 80% des cas, d'avoir ça comme réponse. L'énergie, c'est ma facture. Et soit dit en passant, si vous posez la question parce que vous êtes dans une activité professionnelle à quelqu'un avec qui vous travaillez, vous allez avoir exactement la même réponse. L'énergie, c'est un poste de coût. Du reste, s'il est trop élevé, la compétitivité des entreprises ne va pas bien, etc. Bref, l'énergie, c'est un poste de coût et il est de bon ton de le réduire. Vous avez un deuxième type de réflexe pavlovien en matière d'énergie qui s'appelle économie. Donc c'est une autre manière de vouloir la réduction, mais là il ne s'agit pas de poste de coût, il s'agit des volumes. Et donc si vous dites à quelqu'un énergie, vous avez une petite fraction de la population française, pas très élevée, qui va vous dire économie. Alors la question de savoir dans quel ordre, quoi, quand, comment, etc., à quel coût, des fois c'est un peu plus compliqué, mais enfin il faut l'économiser. Et puis, vous pouvez demander ou à un poète, ou à je ne sais pas qui, ou lire ça dans un roman, et on va vous expliquer qu'à ce moment, que l'énergie, c'est ce qui caractérise le fait que vous soyez en forme. Donc, un matin où vous vous levez en forme, vous êtes plein d'énergie. Eh bien, le poète est le plus près de la vérité, parce que, comme vous le savez, comme moi, puisqu'on a subi les mêmes cours dans nos jeunes années, l'énergie est par définition ce qui caractérise le changement d'état d'un système, et donc c'est par définition ce qui organise le monde. Donc plus vous en avez, plus vous organisez le monde, plus vous transformez, et effectivement, plus vous pouvez faire de choses. Donc l'énergie, c'est bien ce dont vous êtes rempli un matin où vous êtes en forme. C'est bien ça l'énergie. C'est l'aptitude, encore une fois, à influer de manière significative sur son environnement, et c'est bien ça que vous avez envie de faire quand vous êtes en forme le matin. Soyons un peu plus techniques. J'en reviens à ma définition de l'énergie. Donc je vous le dis, je vous le redis, avant d'être un poste de coût sur une facture, l'énergie est ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Donc, pas de changement sans énergie, pas d'énergie sans changement. Ce changement, bien évidemment, vous pouvez le constater, et c'est ça le charme de l'énergie, c'est que l'énergie caractérise le changement, mais ça ne caractérise pas un changement, ça caractérise n'importe quel changement. Donc ce changement, vous pouvez le constater, par exemple, quand une température varie. Il est assez facile de constater dans le monde qui nous entoure que dès que vous avez refroidi ou réchauffé un objet, vous avez de l'énergie qui est entrée en ligne de compte. Vous avez de l'énergie qui entre en ligne de compte quand vous déplacez un objet. Donc, dès qu'un objet se met en mouvement, ou au contraire qu'il arrête d'être en mouvement, eh bien, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand une forme change. Vous avez tous fait des vieux calculs sur les ressorts, ces affreux ressorts et leurs modules de je ne sais pas quoi quand on était petit. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand une composition chimique change. Typiquement, c'est celle qui permet à votre propre corps de fonctionner. Vous ingérez des aliments qui sont bourrés des fameuses calories qu'à partir du mois de mai, on nous invite à éviter soigneusement, sinon on a l'air de rien sur la plage. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand un corps se déplace dans un champ avec lequel il interagit. Alors la version très transpirante de cette affaire, c'est quand vous montez sur une montagne. La version moins transpirante de cette affaire, c'est quand par exemple vous faites interagir un courant avec un champ magnétique. Bon bref, dès que vous avez un corps qui interagit avec un champ, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Vous avez bien évidemment de l'énergie qui entre en jeu quand une composition atomique change. Soit dit en passant, tout ce qu'on utilise sur Terre comme énergie est directement ou indirectement dérivé de l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire, c'est génial, à condition de ne pas être trop près de temps en temps.
Et enfin, vous avez de l'énergie qui entre en jeu dès que vous avez de la matière et du rayonnement qui interagit. Alors quand ça interagit en mettant un chat dans un micro-ondes, il vaut mieux éviter. Mais sinon, quand vous mettez une part de pizza dans un micro-ondes, vous trouvez ça très bien. Et quand vous prêtez votre peau au rayonnement solaire avec modération, vous trouvez ça très bien aussi. Donc, d'une manière générale, encore une fois, compter l'énergie, c'est compter la transformation du monde qui nous entoure. De là, une première conclusion très simple peut être tirée, ou exactement deux conclusions très simples peuvent être tirées, c'est qu'en matière d'énergie, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'énergie verte, rose, jaune, je ne sais pas quoi. L'énergie, elle est plus intéressante qu'elle ne procure d'inconvénients, ou moins intéressante qu'elle ne procure d'inconvénients. Dit autrement, c'est toujours une affaire coût-bénéfice. Vous vous rendez compte que l'énergie qui est propre dans la vulgate médiatique est très souvent de l'énergie qui est utilisée à des doses tellement infinitésimales que ses inconvénients sont minimes. Ses avantages aussi. On ne peut pas tout avoir. Mais en général, c'est comme ça que l'énergie propre est définie, c'est celle qui ne compte pas beaucoup. Dès qu'elle se met à compter beaucoup, elle n'est pas propre. Et elle n'est pas propre tout simplement parce que, encore une fois, beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de transformation, et vous n'avez pas beaucoup de transformation sans beaucoup d'emmerdement associé à la transformation. Encore une fois, l'énergie, c'est la transformation par définition. Plus vous transformez, plus vous créez de sous-produits indésirables, et donc moins c'est propre. Donc l'énergie, c'est toujours une affaire de quantité, et ça pose un gros problème au débat médiatique, parce que le débat médiatique n'aime pas les quantités. Une catastrophe, c'est une personne qui est morte dans un train, ou 10 000 personnes qui sont mortes d'Ebola. Il n'y a pas de rapport entre la pagination dans le journal et le nombre de personnes concernées. D'accord ? Il n'y a pas de rapport. Or, l'énergie n'est qu'une affaire de chiffres. Donc c'est très très compliqué dans cette affaire-là de sortir proprement et rationnellement des débats médiatiques parce que les médias ne savent pas traiter les ordres de grandeur, à de rares exceptions près. Ils ne sont pas faits pour ça. Alors moi, des ordres de grandeur, je vais vous en bourrer le crâne, et en voici un premier qui est tout simplement de comparer l'énergie que vous êtes capable de mettre en jeu à travers vos muscles, avec force courbature, et l'énergie qui est aujourd'hui mise en jeu par toutes les machines qui nous servent dans le monde. Alors on va commencer par votre propre corps, et on va commencer par un exercice que certains d'entre vous ont peut-être fait, qui s'appelle monter sur le Mont Blanc, par exemple, ce que vous faites en général avec les jambes, parce qu'avec les bras c'est plus compliqué. Donc imaginons que vous montiez sur le Mont Blanc, et imaginons que, pour la simplicité du calcul, vous pesiez 90 kg, tout mouillé, tout saqué, tout harnaché, etc. Vous avez tous appris E égale mgh quand vous étiez petit. Eh bien, quand vous faites une ascension de 2000 mètres avec une masse IC qui représente 90 kg, vous avez royalement fourni un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Un demi-kilowattheure. Qui sait combien il y a de kilowattheures sur sa facture d'électricité ici? 40? Donc vous êtes grand officier de l'ordre de Ségolène Royal, là, si vous êtes à 40. Hein. Non, beaucoup plus que ça. La consommation de gaz ou la consommation électrique d'un foyer en France, dans l'année, se compte avec 3 zéros. Hein, en gros. Donc là, vous êtes à un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Encore une fois, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique quand vous faites une journée de grosse transpiration. Je ne sais pas si beaucoup de gens dans cette salle ont déjà fait 2000 mètres de dénivelé dans la journée. Mais enfin, bon, on est content d'arriver le soir, quoi. Si vous faites ça un jour sur deux, dit autrement, vous faites 1000 mètres de dénivelé dans la journée. Tous les jours que Dieu fait, vous fêtes une étape du GR20. Voilà, tous les jours. Eh bien, à la fin de l'année, vous aurez fourni une énergie mécanique de l'ordre de 100 kWh. 100 kWh. Bon. Si maintenant vous utilisez vos bras et que vous décaissez de la terre, alors là, en fait, vous utilisez un peu votre dos aussi, vous allez le savoir à la fin de la journée, et donc vous remontez quelques mètres cubes de terre de 1 mètre. Alors la densité de la terre étant d'environ 3, cette affaire-là correspond à peu près à 15 tonnes de terre remontée de 1 mètre. Je me fais toujours E égale mgh, et j'ai à ce moment royalement 0,05 kWh d'énergie mécanique à la fin de cet exercice, très bon pour mes biceps et pour mes dorsaux. Et si vous faites ça un jour sur deux, ben vous allez faire 10 kWh d'énergie mécanique par an. Donc si vous prenez un être humain au travail, et un travail de force, il fournit un peu plus d'énergie que vous et moi assis dans un bureau, pour qui c'est le cas, eh bien vous allez restituer 10 à 100 kWh d'énergie mécanique sur une année. En face de ça, la machine mange du pétrole qui contient 10 kWh, ou du gaz ou de l'électricité, peu importe, qui contient 10 kWh par litre, et qui va encore vous fournir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique une fois passé dans un moteur, donc 2 kWh si c'est un arrêt métier, 4 si c'est un centralien, non j'ai rien dit. Mais dans tous les cas de figure, vous allez avoir quelques kilowattheures d'énergie mécanique avec vos 10 kWh d'énergie thermique. Dit autrement, dans un litre de pétrole, j'ai le contenu en termes de transformation de l'environnement
de 10 à 100 personnes au travail de force sur une journée. 1 litre de pétrole. Un Français en consomme 1400 par an, sans parler des autres énergies que nous consommons. Maintenant, on va parler un peu pognon, parce que je sais qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Si je paye la personne qui me fournit ce travail au SMIC, vous savez que normalement, c'est interdit de faire moins aux grandes dames de M. Gattaz. Donc, je paye la personne qui me fournit ces kilowattheures au SMIC, et bien, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique de 200 à 2000 euros si tu utilises des muscles humains, alors qu'en marginal, la machine va me fournir la même transformation de l'environnement pour quelques dizaines de centimes. Dit autrement, quand je suis passé de l'homme à la machine, j'ai progressivement gagné un rapport de quelques centaines à quelques milliers sur la transformation que je peux effectuer avec 1 euro. Alors vous allez me dire, ouais, sauf qu'au début, les hommes, on ne les payait pas, c'était des esclaves, etc. Alors très bien, prenons un esclave, un bon scientifique ne doit rien s'interdire. Bon, ça reste entre nous, normalement, on n'a pas le droit. L'esclave, vous savez qu'il a quelques caractéristiques. En général, il n'est pas d'accord pour être esclave. Oui, si, sauf dans les clubs un peu sadomaso, mais sinon, normalement, non. Donc vous allez devoir payer pour l'empêcher de foutre le camp. Par ailleurs, l'esclave a besoin de manger, il a besoin de ne pas tomber malade, etc. Eh bien, si vous faites le compte du fait que vous l'avez acheté, que vous devez l'empêcher de foutre le camp, que vous devez le nourrir, etc., eh bien, vous vous rendez compte que même un esclave va vous fournir du travail mécanique pour 10 à 100 fois plus cher que la machine en coût marginal. Et l'une des raisons pour lesquelles l'esclavage a disparu, selon moi, c'est pas parce que les hommes sont devenus bons. Je ne pense pas que votre code génétique soit très différent du code génétique de mes arrière-arrière, etc. Il y a 8 générations. Je pense tout simplement que ça n'a strictement aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder avec des gens qui n'ont pas envie d'être esclaves et qui sont peu productifs, quand la machine qui ne se met pas en grève et qui travaille 24 heures sur 24 vous fournit le même service pour 10 à 100 fois moins cher. Il faut être complètement stupide pour continuer à prendre des esclaves dans un contexte pareil. Hein. Donc, là, à mon avis, l'esclavagisme a disparu, pas pour une affaire de code génétique qui a changé, mais pour une raison strictement économique, c'est-à-dire l'avènement des combustibles fossiles. Regardons maintenant en termes de puissance fournie. Donc là, je vous ai parlé d'énergie, on va parler maintenant un tout petit peu de puissance. Donc je vous l'ai dit, un bonhomme au travail, ça se balade entre 10 et 100 watts selon qu'il utilise ses jambes ou ses bras. Essayez de faire briller une ampoule de 100 watts en pédalant sur un vélo d'appartement et dites-moi combien de temps vous allez tenir. Vous pouvez faire l'exercice, vous verrez, à mon avis, moins de 10 heures. Voilà, 10 à 100 watts. Un tracteur, quelques dizaines de kilowatts, encore plus si vous êtes un riche paysan champenois et que vous voulez épater le voisin, vous développe la même puissance que quelques centaines de paires de jambes. Donc vous mettez un tracteur derrière un paysan et vous pouvez en virer 599 autres que vous pouvez envoyer à la ville pour faire de l'industrie ou des services et devenir éventuellement médecin ou ingénieur. Un engin de travaux publics vous développe typiquement quelques dizaines à quelques centaines de kilowatts, c'est-à-dire la même puissance que quelques milliers de paires de bras. Imaginez qu'on ait dû construire la tour D2 à la Défense, là, vous savez, c'est notre cornichon à nous, là, ce truc avec une espèce de barésie là, qui enserre la tour. Eh bien, imaginez qu'on ait dû construire ça avec les techniques du temps des pyramides. À votre avis, on l'a construit en 6 mois, avec juste des gens qui tirent les cordes là pour monter les pierres, etc. Je ne crois pas. Je pense qu'on serait plus près du siècle tant qu'il a fallu pour Notre-Dame. Donc je peux vous dire que les 300 000 logements par an, si on n'avait pas ce genre d'engin, vous pouvez les oublier tout de suite. Hein. On fait éventuellement 300 000 cabinets de toilettes par an, peut-être. Peut-être. Un camion vous développe quelques milliers de fois la puissance des jambes du conducteur. Donc bien évidemment, ce n'est pas les transporteurs qui transportent les marchandises, c'est les camions qui transportent les marchandises. Le transporteur, il est là que pour donner des ordres au camion. C'est à ça que ça sert, un chauffeur. Il donne des ordres au camion. Il jouerait à un jeu vidéo, c'est pareil. Un avion développe pédale, on va dire, comme 1 million de paires de jambes, et un laminoir pédale comme 10 millions de paires de bras. Donc on n'a jamais eu autant d'ouvriers qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu autant d'ouvriers qu'aujourd'hui. C'est pas vrai que l'emploi industriel a décru. Simplement, il a été confié à des machines. Il a juste été confié à des machines. Si l'INSEE agrégeait dans sa comptabilité les emplois tenus par des hommes et les emplois tenus par des machines, vous verriez que l'emploi industriel n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Jamais. Par convention, on ne compte que les hommes. Vous allez voir après que c'est une vision très partielle de ce qui permet de produire. Très partielle.
Voici donc maintenant l'énergie dite consommée par les hommes. Alors en fait, l'énergie n'est pas consommée par les hommes, pas du tout. Si j'essaye de faire boire 1 litre de pétrole aux gens dans cette salle, vous n'allez pas très bien vous porter. Si j'essaye de vous faire manger 1 kilo de charbon, enfin vraiment sous la forme charbon, hein, pas sous la forme haricot vert, vous n'allez pas aimer ça non plus beaucoup. Et si vous mettez les doigts dans la prise électrique, je ne suis pas sûr que le résultat sera extrêmement heureux. Donc vous ne consommez pas d'énergie. Ce que vous faites, c'est que vous avez de l'énergie à disposition qui est consommée par des machines. C'est ça la manière dont physiquement la situation se présente. Donc quand vous entendez les gens consomment de l'énergie, c'est pas vrai. Les gens ont de l'énergie à disposition pour faire fonctionner des machines. Si vous avez juste l'énergie et pas les machines, ça ne vous sert à rien. Et soit dit en passant, si vous avez juste les machines et pas l'énergie, ça ne vous sert à rien non plus. Hein, faut les deux. Donc ici, vous avez une évolution sur 1 siècle et demi de la quantité d'énergie à disposition de chaque terrien. C'est gradué en kilowattheures, c'est évidemment une consommation annuelle, et c'est discriminé par énergie. Alors ce que vous voyez très bien sur ce graphique, c'est qu'il y a 1 siècle et demi, un terrien dispose en moyenne d'environ 1500 kWh par an. C'est à parité du bois et du charbon, et il va essentiellement donner ça à des machines qui produisent de la chaleur. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on fait avec cette énergie? On utilise des poêles pour se chauffer, et on commence à utiliser quelques machines qui produisent du mouvement mécanique, des pompes pour assécher des mines, ce qui permet de creuser sous les nappes phréatiques, ou bien les premières machines à vapeur qui vont alimenter les premiers trains, les premiers bateaux, les premières voitures, etc. Et puis vous voyez qu'avec le temps, chaque terrien se met à utiliser de plus en plus de charbon, de manière croissante, jusqu'à peu près 5000 kWh par an, valeur qui reste à peu près constante pendant 1 siècle, avant que ça recommence à croître sur les 10 dernières années. Vous en déduisez donc 2 choses, parce que vous savez lire aussi bien que moi. 1, le charbon par personne n'a jamais décru sur Terre. 2, le charbon en valeur absolue n'a jamais cessé d'augmenter sur Terre. Puisque là, c'est par personne, alors que si vous multipliez par la population, évidemment, une consommation constante par personne fois une population croissante vous donne une consommation mondiale croissante. Donc le charbon n'est absolument pas une énergie du passé, contrairement à ce qui peut être entendu encore ici et là. Le charbon est parfaitement une énergie du présent et malheureusement, dans un certain nombre d'endroits, une énergie d'avenir. Et la raison à cela, c'est que les 2 tiers du charbon aujourd'hui sont donnés à des machines qui s'appellent des centrales électriques, qui sont donc des machines à produire de l'électricité. Vous verrez après que symétriquement, le charbon joue un rôle majeur dans la production électrique mondiale. Ce que vous voyez après sur ce graphique, c'est que le pétrole n'a pas du tout chassé le charbon. Le pétrole est venu par-dessus le charbon parce que le pétrole n'est pas mangé par les mêmes machines. Le pétrole est surtout mangé par des machines à se déplacer, qui sont des bateaux, des avions, des trains, des camions, etc. En première approximation, tout ce qui roule, vole ou navigue sur Terre, utilise du pétrole. Alors quand je dis tout, c'est un ordre de grandeur acceptable, c'est 98%. Presque tout. L'électricité n'alimente, ou le gaz, ou les pets de vache, n'alimentent que 2% des machines à se déplacer. Et puis vous voyez que le gaz n'a pas remplacé le pétrole, il est venu se mettre par-dessus, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez à l'échelle mondiale, vous ne voyez pas de manière flagrante de cannibalisme entre énergies. Vous n'en voyez pas. Ce que vous voyez, c'est un millefeuille avec des énergies qui se sont superposées au fil du temps. Par ailleurs, et ça c'est pas sur le graphique que je vous montre, mais c'est vrai quand même, il faut savoir que la fraction du pétrole dans le mix énergétique des pays occidentaux est totalement indépendante de la fraction du nucléaire. Dit autrement, le nucléaire permet de déplacer du gaz et du charbon, il ne permet pas de déplacer du pétrole. Parce que le pétrole n'est pas utilisé dans la production électrique tout bêtement. Enfin, de manière très marginale. Vous voyez également tout en haut, là, de nouveau, l'absence de correspondance entre la pagination dans le journal et les ordres de grandeur. Ici, là, vous avez toutes les nouvelles énergies renouvelables ramenées au terrien. Donc là-dedans, vous avez le biogaz, le marémoteur, l'éolien, le photovoltaïque, le solaire thermique, le géothermique, le tout, enfin voilà, tout ce qui brille, est là. Les 2 grandes énergies renouvelables dans le monde restent le bois, la première, et l'hydroélectricité, la deuxième. Et la première électricité non carbonée hors hydroélectricité reste le nucléaire que vous avez ici de très loin. Vous voyez une dernière chose sur ce graphique, qui est que le rythme d'augmentation de l'approvisionnement par personne connaît une brusque rupture de pente au moment des chocs pétroliers. Avant les chocs pétroliers, l'énergie mise à disposition de chaque terrien augmente de 2,5% par an. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? Ça veut dire que le parc de machines à disposition de chaque terrien est capable chaque année de recevoir 2,5% d'énergie en plus et donc est capable de sortir chaque année 2,5% en plus de tables, de chaises, de chemises, de lunettes et de mètres carrés de logement.
C'est la fameuse croissance. La croissance de la production, c'est la croissance, j'y reviendrai tout à l'heure, de ressources transformées. Et transformer, c'est utiliser de l'énergie. Donc plus vous avez d'énergie, plus vous pouvez extraire et transformer. Et donc plus vous pouvez produire. Après les chocs pétroliers, le rythme d'augmentation descend d'un ordre de grandeur. Donc on passe à quelque chose avant la virgule, à quelque chose après la virgule. Et en fait, si j'avais enlevé l'augmentation du charbon en Chine, car tout ça, c'est juste le charbon en Chine, dans tous les pays de l'OCDE, depuis les chocs pétroliers, le rythme de variation est à peu près zéro. Donc ce qui s'est passé au moment des chocs pétroliers, ce n'est pas juste une excursion de prix qui a été compensée derrière et roule ma poule, tout recommence comme avant. Ce qui s'est passé au moment des chocs pétroliers, c'est que l'énergie par terrien qui croissait de 2,5% par an avant, dans tous les pays de l'OCDE, ça s'arrête de croître. Et à ce moment, les gains de productivité que vous pouvez obtenir ne sont pas des gains sur les volumes liés à l'énergie, c'est juste des gains sur l'efficacité de l'utilisation de cette énergie qui vont évidemment beaucoup moins vite que les 2,5% par an. Et donc tous les problèmes qu'on connaît dans les pays occidentaux depuis cette époque-là, à petite dose pour le moment, et ça va s'accélérer dans les années qui viennent, ça a déjà commencé, c'est-à-dire augmentation du chômage, endettement, perte de productivité, etc., viennent de là. Ils viennent de là et de mon fameux facteur de quelques centaines entre l'énergie développée par les machines, enfin l'énergie consommée par les machines et l'énergie que peut fournir un homme. C'est les machines qui pilotent notre appareil productif. Si elles ont tout d'un coup moins d'énergie à consommer, ou si l'énergie s'arrête de croître, la production physique s'arrête de croître de manière, enfin, ou plus exactement, se met à croître beaucoup moins rapidement. Il n'en reste pas moins que vous vivez tous, nous vivons tous comme des nababs, tous. Le premier smicard revenu vit comme un nabab, parce que si vous regardez en moyenne mondiale, ces 20 000 kWh par personne et par an que nous avons désormais représentent l'équivalent en termes de services fournis de quelques centaines d'esclaves par personne. Dit autrement, si Mère Nature ne nous avait pas généreusement doté de pétrole, de gaz, de charbon, d'uranium, de chute d'eau et autres bricoles de ce genre, dont je vous rappelle que l'existence est toujours gratuite, personne n'a rien payé dans cette salle pour que le pétrole se forme. Le pétrole est gratuit, comme le vent. Tout ça est gratuit. Ce qui est payant, c'est éventuellement la personne qui est assise sur le stock et qui vous dit « paye-moi pour accéder au stock ». Ça, ok. C'est vrai pour le vent comme pour le pétrole. Vous payez le chèque, vous payez le propriétaire du champ. Dans les deux cas de figure, vous payez quelqu'un pour accéder au stock. Le stock lui-même est gratuit. Donc le vent et le soleil sont gratuits, le pétrole et le gaz sont gratuits, les chutes d'eau sont gratuites. Tout ça est gratuit. Tout ça s'est formé pendant que vous et moi n'existions pas grâce à l'évolution de l'univers. Donc nous sommes à 20 000 kWh par personne et par an, c'est-à-dire, encore une fois, l'équivalent de quelques centaines d'esclaves par personne. En France, nous sommes à 60 000 kWh par personne et par an, y compris les biens et services importés. Donc vous vivez, en fait vous vivez encore mieux que ça parce que vous êtes CSP+, vous vivez plutôt avec l'équivalent énergétique de 1000 à 1500 esclaves. Par personne. Par personne. Nous vivons tous comme des nababs. Le problème, c'est que nous vivons en démocratie et qu'en démocratie, on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais ce n'est pas une affaire dans l'absolu. Ce n'est pas une affaire dans l'absolu. Dans l'absolu, on n'a jamais été aussi riche. Je n'est pas sûr que ça dure. Même l'électricité, c'est du carbone. Plus exactement, oui, c'est du carbone. Vous avez ici l'évolution de la production électrique mondiale par source primaire utilisée. Alors vous savez que l'électricité, vous savez qu'il y a une grande loi en matière d'énergie, c'est la loi de conservation. Donc produire de l'énergie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, produire de l'énergie. Vous ne sortez pas de l'énergie d'un chapeau comme vous sortez le lapin du chapeau. L'énergie, elle vient de quelque part, elle existait déjà ailleurs. Donc ce que les hommes savent faire, c'est extraire de l'énergie de l'environnement, mais cette énergie y était déjà, et éventuellement la transformer en une autre forme avec des pertes qui correspondent mieux à leurs usages. Comme votre frigo a du mal à manger du charbon brut ou du pétrole brut, vous lui donnez de l'électricité. Mais vous avez besoin de charbon ou de quoi que ce soit d'autre pour faire l'électricité. Avec quoi fait-on l'électricité dans le monde? Eh bien, vous voyez que la première source de production électrique dans le monde, et de très très loin, c'est le charbon. Ensuite vient le gaz, l'hydroélectricité, le nucléaire, ici le pétrole, et après, alors voilà, là vous avez le solaire photovoltaïque, là tout en bas, là, ici. Là vous avez le vent, et là vous avez la biomasse. L'essentiel de la production électrique dans le monde est produite à partir de chaleur. Dit autrement, vous commencez par faire de la chaleur, avec n'importe quoi, du gaz, du pétrole, du charbon ou de l'uranium. Et ensuite, cette chaleur, vous allez la convertir en mouvement dans une machine tournante qui s'appelle un alternateur, avec au passage n'importe quoi entre 30 et 70% de perte. Non, 40 et 70% de perte.
Le rendement moyen des centrales à charbon dans le monde est le même que le rendement moyen des centrales nucléaires dans le monde. Il n'y a pas de différence. Et dans les deux cas de figure, vous avez de très beaux aéro-réfrigérants si vous n'êtes pas en bord de mer. Donc quand vous montrez un aéro-réfrigérant à un Français, il pense nucléaire. Vous montrez ça à un Américain, il pense charbon. Parce que dans les deux cas de figure, vous avez eu besoin de chaleur. Parlons de nucléaire, justement. Vous savez que la France est un pays tout nucléaire, puisque vous lisez le journal. Ici, vous avez une décomposition de l'énergie utilisée en France par secteur d'utilisation. Alors, comment ça se comprend, ce truc-là? Résidentiel, c'est vous chez vous. Tertiaire, c'est vous au bureau. Industrie, c'est les process industriels. Agriculture, c'est les process agricoles. Et enfin, transport de marchandises, c'est les camions et assimilés, bateaux, etc. Et de voyageurs, c'est voitures, bus, etc. Ici, vous avez une échelle qui est les térawattheures, donc des milliards de kilowattheures. Et encore une fois, ce n'est pas vous qui la consommez, l'énergie, c'est des machines. Je vais maintenant cercler toutes les énergies utilisées dans tous les secteurs qui proviennent des combustibles fossiles. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que la France est un pays tout nucléaire? Alors c'est ce que pensait M. Hollande en entrée du débat national sur la transition, puisqu'il avait un objectif sur le nucléaire et le reste n'existait même pas. Si vous cherchez le mot pétrole dans le programme présidentiel de Hollande, vous ne le trouvez pas. Vous savez, c'est facile maintenant de chercher les mots, hein, vous confiez à Acrobat, non pardon, j'ai rien dit, le soin de faire une recherche, ou à Word, pardon, j'ai rien dit, le soin de faire une recherche. Donc vous trouvez très facilement qui a parlé de quoi. Vachement facile. Eh bien, pétrole n'existe pas. Et gaz n'existe que pour parler du prix, je ne sais plus où, dans une note de bas de page ou derrière une virgule. Donc en gros, ce qui fait l'essentiel de l'alimentation des machines que vous utilisez tous les jours, directement ou indirectement, n'existe pas en entrée du débat national sur la transition. Ça n'existe pas. Non sujet. Il doit y en avoir plein du reste, puisqu'on s'en fout, et ça ne doit pas faire de CO2, puisqu'on s'en fout. Par contre, il y a un sujet alors là, qui passionne les foules, le chauffage électrique, voilà ce que ça représente dans la consommation d'énergie finale. Alors ouais, c'est peut-être un sujet, je ne suis pas sûr que ce soit le seul. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais vous parler un peu, à nouveau, argent, mais je vais vous en parler un peu à ma manière. Je vais vous faire un petit cours d'économie, tout petit, vous allez voir, ça va durer quelques minutes. Voici la planète Terre. Vous l'aviez deviné, je vous le confirme. Vous savez que la planète Terre est carrée, avec les yeux dans les coins comme des Coluches. Non, voilà, c'est la planète Terre. Alors c'est la planète Terre avec une vision anthropocentrée. Qu'est-ce que c'est que la planète Terre avec une vision anthropocentrée? C'est un immense garde-manger. D'accord, c'est un truc immense où il y a des tas de trucs très intéressants pour nous. En ingénieur bête et méchant, je vais considérer que la planète Terre, en fait, je la coupe en deux morceaux. D'un côté, j'ai un paquet de ressources que j'appelle renouvelables. Alors, qu'est-ce que c'est que des ressources dites renouvelables? Ça veut dire que jusqu'à un certain point, je peux taper dans le stock. Le stock possède une capacité de reconstitution qui est plus puissante que mon flux de prélèvement. C'est ça, les ressources renouvelables. Hein, c'est pas sans limite, mais jusqu'à un certain point, je peux taper dedans, ça se refait tout seul. C'est comme la cicatrice sur la peau. Hein, si vous faites une petite coupure de couteau, vous attendez et crac, ça se refait tout seul. Les ressources non renouvelables sont toutes les ressources pour lesquelles, dès que vous tapez dans le stock, ça ne se refait pas tout seul. Alors, exemple typique, les minerais, ça ne se refait pas tout seul. Exemple typique, les combustibles fossiles, ça se refait tout seul, mais sur des durées telles que c'est comme si ça ne se refaisait pas tout seul. Exemple typique, les montagnes. Voilà, si vous tapez dans le stock de montagne parce que vous voulez en faire autre chose, la montagne ne se refait pas toute seule. Enfin, si, elle se refait toute seule, mais vous devez attendre un peu trop longtemps pour que ça soit très intéressant, etc. Et l'ensemble de ces ressources nous ont été mises à disposition par, alors je suis désolé, j'ai arrondi à 15, en fait c'est 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang, et c'est gratos. D'accord ? Donc il y a 14 milliards d'années, il y a le Big Bang, qui vous fait des protons, une soupe de protons, premières étoiles. Dans les étoiles, vous avez tout le tableau de Mendeleïev, on vous disperse ça dans l'espace, crac, deuxième étoile, on reconcentre autour des deuxièmes étoiles, les sécures à petit feu 4 milliards d'années, et ça vous fait 30 millions d'espèces, ça vous fait les sols, ça vous fait les montagnes, ça vous fait le système climatique, ça vous fait l'océan, ça vous fait les hydrocarbures, ça vous fait les minerais, enfin ça vous fait tout, quoi. Gratos. On n'a rien payé pour tout ça, on n'existait même pas. Et puis un jour, les hommes arrivent, évidemment, point central de cette affaire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes quand ils se retrouvent dans l'environnement? Ils vont, parce qu'ils ont les mains et la cervelle, ils vont avoir des activités productives, donc ils ne vont pas faire comme les autres animaux qui se servent tout cru et font des choses pas plus élaborées que des nids. Eux, ils vont commencer à faire des choses un peu élaborées avec tout ça. Et en termes d'activité productive, ce que font les hommes, c'est très simple. On tape dans les stocks, et on transforme pour faire autre chose qui a plus de valeur à nos yeux.
Hein. Si vous essayez de manger un œuf au plat avec une poignée de limaille de fer, enfin avec une poignée de minerai de fer, votre femme va vous engueuler parce que vous allez faire des taches partout. C'est quand même vachement mieux d'avoir un couteau et une fourchette, c'est-à-dire du fer et du coke transformés par notre activité. Donc on va taper dans les stocks et on va faire des choses. Alors dans les stocks non renouvelables, dès que vous tapez dedans, le niveau du stock baisse. Alors il peut ne pas beaucoup baisser comparé à la taille du stock, hein, mais il semblerait que même dans les stocks de silex, il ait pu y avoir, il y a très longtemps, des pénuries locales. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les silex calaient bien pour être taillés d'une certaine manière. Assez rapidement, il fallait aller taper sur la tête du voisin pour lui prendre les siens. Par contre, les premiers pêcheurs, les premiers bûcherons, etc., non. Un premier bûcheron, ça se discute parce qu'il y a eu de la chasse à la mégafaune avec des incendies de forêt. Il y a un débat en cours là-dessus pour savoir si ce n'est pas déjà une première transformation à grande échelle. Mais sur la pêche, ça c'est sûr que non, les premiers pêcheurs n'ont pas diminué les stocks de poissons de manière visible. Un jour, les hommes découvrent l'énergie. Donc je vous le disais, l'énergie, c'est la capacité à accroître les flux. Plus j'utilise d'énergie, plus je peux accroître les flux. Une fois que les hommes ont de l'énergie, ils sont capables d'extraire beaucoup plus vite et de transformer beaucoup plus vite ce qui vient de l'environnement. Par ailleurs, les hommes découvrent qu'il y a une partie de la production qu'on peut conserver sans la détruire, donc on peut l'utiliser sans la détruire et la mettre ainsi à disposition d'un accroissement de la production future. C'est tout ce qu'on appelle le capital. Ça peut être physique ou intellectuel, hein, bien évidemment. Tout ça est bon, les hommes croissent et multiplient parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire, prélèvent de plus en plus vite dans l'environnement, et puis un jour, ils vont devenir tellement nombreux avec un flux de prélèvement tellement important par personne que même les stocks qui auparavant se reconstituaient tout seuls vont cesser de le faire. Et donc le niveau des stocks auparavant renouvelables va se mettre à baisser aussi. C'est par exemple le cas des stocks de forêt, c'est par exemple le cas des stocks de poissons, c'est par exemple le cas des stocks d'espèces, hein, etc. Et puis dans cette activité débridée, je vous l'ai dit, l'énergie c'est la transformation. Donc dès que vous transformez, en général, vous avez des choses qui vous intéressent et des sous-produits qui ne vous intéressent pas. Et ces sous-produits qui ne vous intéressent pas, on les a en général traités par dispersion, parce que tant que vous avez peu de sous-produits qui ne vous intéressent pas, vous les collez à Mère Nature, vous les diluez dans l'environnement et Mère Nature s'en occupe et vous les traite, vous les digère, vous les etc. Enfin bref, le caca disparaît de votre vue et tout va bien. Plus nous avançons, plus on produit une grande quantité de sous-produits indésirables, et puis un jour, ces sous-produits indésirables sont tellement importants en quantité qu'eux-mêmes peuvent, une fois dispersés dans l'environnement, avoir un effet d'abaissement de la qualité ou de la quantité des actifs naturels restants. Hein, vous mettez trop de cochonneries dans une rivière, vous abaissez la qualité de votre eau, vous la rendez impropre parce qu'elle héberge des poissons, des grenouilles et je ne sais pas quoi, des baigneurs du dimanche, donc vous abaissez la qualité des ressources. Voilà notre activité productive décrite en termes de flux. Alors vous voyez, pour le moment, je n'ai pas parlé ni de yens, ni de roupies, ni d'euros, ni de marques, ni de rien. Il n'y a pas de pognon pour le moment dans cette affaire. Alors le pognon, on va quand même le faire intervenir. Le pognon, il est là. Le pognon, ça n'est que des sommes que les hommes se payent à eux-mêmes. Vous ne payez pas ce qui permet de faire les objets. Ce qui permet de faire les objets, Mère Nature s'en est chargée gratuitement. Donc quand vous achetez une table en bois, vous n'avez pas payé la formation du code génétique de l'arbre, gratos. Vous n'avez pas payé la photosynthèse, gratos. Tout ce que vous avez payé, c'est le fait que l'arbre qui a poussé tout seul gentiment, on est allé le prélever dans l'environnement avec du travail humain, donc vous payez le bonhomme qui a fait ça. Ensuite, vous allez payer le menuisier, qui était, etc. Donc tout ce que vous allez payer, c'est des revenus empilés le long d'une chaîne qui partent de l'arbre qui a eu le bon goût de pousser gratuitement tout seul, jusqu'au meuble transformé. Vous pouvez faire la même chose avec une fourchette. Vous n'avez pas payé la formation du minerai de fer ni du charbon. Tout ce que vous avez payé, c'est des salaires et des rentes, de bons hommes qui sont allés se servir dans l'environnement pour prendre le minerai de fer et le charbon là où il est, et ensuite lui faire des transformations successives jusqu'au jour où vous avez une fourchette. Donc le grand paradoxe du prix, c'est que quand vous achetez un objet à un prix donné, vous ne payez que des hommes, vous ne payez pas l'objet. Vous ne payez pas les atomes qui sont contenus dans l'objet que vous achetez. Ça, vous ne le payez pas, c'est gratuit. Je prends les hommes et je les mets au milieu du vide intersidéral, sans les ressources naturelles, ils ne vous font pas la moindre fourchette. Hein? Donc ce que vous payez, encore une fois, c'est des revenus humains. Donc le prix n'est qu'une succession de consentements à se défaire du temps, le travail, ou du consentement à se défaire ou à louer le bien des rentes, qui vont des ressources naturelles jusqu'au produit fini.
Et le PIB, par définition, est un empilement de revenus. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec la comptabilité nationale, vous le savez probablement. Le PIB n'est par définition qu'un empilement de revenus. Donc le PIB n'est rien d'autre que la fiche de paye que l'humanité se paye à elle-même, en fiche de paye et les rentes, etc., pour prendre des ressources gratuites et en faire autre chose. C'est donc la contrepartie en termes de rémunération que nous nous versons à nous-mêmes dans un flux de transformation qui va de la gauche vers la droite. Ça mesure un flux. Ça mesure un flux. Quand votre flux tape dans un stock qui est donné une fois pour toutes, question, est-ce que votre flux peut croître indéfiniment? Vous connaissez la réponse comme moi, la réponse est non. Est-ce que la contrepartie monétaire de votre flux peut croître indéfiniment? Peut-être, si vous décidez d'avoir une forme d'inflation perpétuelle. Sinon, non. Ce qu'aurait fait un comptable avisé il y a 2 siècles, parce que tout ça date d'il y a 2 siècles, c'est qu'il aurait dit, quand je crée quelque chose, je compte en plus ce que je crée, je compte en moins ce que je détruis, et le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que mes ingénieurs des arts et métiers m'ont construite est inférieure à la valeur marginale des derniers morceaux de minerai de fer et de charbon que mes ingénieurs des arts et métiers, non pas eux, les Australiens, c'est affreux, ont prélevé dans l'environnement pour me faire la voiture, j'arrête de faire des voitures et je vis happily ever after avec les voitures existantes. On est d'accord ? C'est très exactement à cela que nous aurait amené un compte actif-passif de la planète, comme vous en faites tous dans les entreprises dans lesquelles vous êtes. Et comme il aurait été légitime de le faire pour tenir vraiment compte de la variation de patrimoine. Donc, le PIB ne mesure pas une variation de patrimoine, le PIB mesure un flux, encore une fois, qui va de la gauche vers la droite. Point barre. Et vous voyez bien que tant que ce PIB tape dans des ressources non renouvelables, au plus vite il croît, au plus vite on va vers les emmerdements. Ce n'est pas faire de l'hérésie que de dire ça. C'est juste observer comment le système est bâti. Alors, je reviens maintenant à mes fameuses machines parce que je vais revenir à une petite synthèse de ce que je vous dis. Donc voilà plein de machines qui nous servent et je vous rappelle que ces machines développent une puissance qui va de 200 en moyenne mondiale à 600 pour un Français. Ce qui va me permettre de résumer ce que je viens de vous dire en voilà la manière dont l'économie est débattue de manière conventionnelle dans, on va dire, dans les sociétés humaines aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel prix Nobel, il vous raconte qu'il y a 2 facteurs de production pour la production, c'est le capital et le travail. Et donc, si la production flagadouille et qu'on n'est pas capable de payer les retraites, il n'y a qu'à mettre au travail ces feignants de chômeurs, en bas. Il n'y a qu'à demander aux banquiers de financer l'économie réelle, en haut, et le PIB repartira. C'est ce qu'on essaye de faire depuis un certain temps, et le PIB ne repart pas. Donc, c'est que le système n'est pas aussi simple que ça. En fait, le système, comme je vous le disais tout à l'heure, il fonctionne avec en entrée des ressources à transformer, une transformation qui est faite de travail, et ce travail est fourni pour 1 par les hommes et pour 200 par les machines qui mangent de l'énergie. Et là, on commence à beaucoup mieux comprendre. Si vous avez un goulet d'étranglement sur l'énergie, vous pouvez avoir autant de bons hommes au travail que vous voulez. Enfin, si vous en avez 400 fois plus, ça commence à faire la différence. Mais si vous en avez 10% de plus pour un terme qui vaut 1/200e de la capacité de transformation, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et si vous avez un goulet d'étranglement sur les ressources gratuites, eh bien, vous aurez aussi un goulet d'étranglement sur la production. Donc, si vous avez une carrière pour faire du ciment, si vous n'avez pas l'énergie pour alimenter la cimenterie, vous n'aurez pas la moindre tonne de ciment. Et si vous avez l'énergie et les gens et la cimenterie et pas de calcaire à mettre dans votre cimenterie, vous ne ferez pas la moindre tonne de ciment non plus. Je vous dis ça, c'est important, ça peut sembler évident, mais l'économie classique, encore une fois, a été fondée sur ce schéma-là. Alors, question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont été stupides? En fait, ils n'ont pas du tout été stupides. À l'époque où l'économie classique a été mise sur pied, c'est-à-dire il y a 2 siècles, la société humaine était en gros 10 fois moins nombreuse qu'aujourd'hui, 7 fois moins nombreuse qu'aujourd'hui. La productivité par individu était des dizaines, voire des centaines de fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc les économistes de l'époque ne se sont pas emmerdés. Ils se sont dit, à partir du moment où les ressources naturelles sont infinies ou quasi infinies, si le stock est infini, delta stock est toujours nul, je ne vais pas m'emmerder à mettre des zéros partout dans mes équations, j'oublie. Ça a été les fondations, pour prendre un langage BTP. Puis là-dessus, on a fait un premier étage, puis un deuxième étage, puis un troisième étage, puis un quatrième étage, et tous les étages ont mis 150 ans à être faits. Et aujourd'hui, il y a des ingénieurs à la noix dans mon genre qui viennent à la toc-toc, vous savez, là, vos fondations sont un peu véreuses, vous devriez quitter la tour que vous avez mis 150 ans à construire. Les gens vont vous dire, ça va pas, non, la tête?
Et donc, c'est la raison pour laquelle les économistes de tous bords continuent à utiliser des modèles qui n'ont strictement aucune capacité prédictive. Et si les ingénieurs dans cette salle utilisaient des modèles avec les mêmes capacités prédictives pour dire ce qui va se passer sur une voiture ou une turbine d'avion, vous seriez foutu à la porte demain matin. Mais en ce qui concerne les économistes, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ils peuvent sortir toutes les conneries qu'ils veulent et le lendemain, ils sont de nouveau invités pour donner une recette pour que les choses se passent d'une manière qui ne se passera pas à nouveau. Tout simplement parce que le système de représentation n'est plus le bon avec les ordres de grandeur en vigueur. Donc, c'est des gens qui sont capables de vous faire des dérivés partiels et qui ont confondu la dérivée partielle il y a 150 ans avec une loi valable pendant un siècle et demi. C'est ça qu'ils ont confondu. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que si vous ne revenez pas à la physique, vous ne pouvez pas comprendre l'évolution future de l'économie. On ne peut pas. Alors voilà quelques courbes maintenant qui vont à l'appui de ce que je viens de vous dire. Vous êtes d'accord avec moi que si l'énergie compte au premier ordre beaucoup plus que le travail, eh bien vous devriez normalement observer une covariation du produit industriel et de l'énergie beaucoup plus qu'une covariation du produit industriel et du travail. Et c'est bien ce qui se constate. Vous avez ici, depuis 1970, pour le monde dans son ensemble, en vert, la variation de la consommation d'énergie et en marron, la variation du produit industriel. Bon, bah, vous voyez que vous mesuriez la variation de l'un ou la variation de l'autre, c'est exactement pareil. Maintenant, je vous fiche mon billet que si l'énergie doit commencer à diminuer de 1 ou 2% par an dans une zone, le produit industriel va faire pareil. Et non seulement je vous fiche mon billet que c'est comme ça, mais je vous verrai un peu plus tard que c'est bien comme ça que c'est en train de se passer dans tous les pays de l'OCDE, sauf les États-Unis. Comme l'industrie pilote les services, parce que les services ne s'exercent pas sans industrie. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les services, si l'industrie n'existait pas, vous n'auriez pas votre activité. Déjà, il vous faut un bureau. Le bureau est fait par une activité de construction qui est bien dans l'industrie. Il vous faut une table et une chaise, ça sort bien de l'industrie. Il vous faut un ordinateur, ça sort bien de l'industrie. En général, vous vous déplacez pour aller voir les clients ou les fournisseurs viennent vous voir. Rares sont les gens qui ne font que de la marche à pied pendant toute l'année pour aller voir leurs clients ou pour recevoir leurs fournisseurs. Donc, il vous faut des moyens de transport qui sont faits par l'industrie, etc. Aujourd'hui, penser que les services sont détachés de l'industrie et qu'on pourrait dématérialiser l'économie en faisant plein de services sans industrie, non. C'est pas comme ça que les choses se passent. Regardons physiquement, avant d'avoir des théories. Vous savez que les théories, c'est bien qu'elles soient compatibles avec les faits, c'est quand même mieux. Eh bien, vous vous rendez compte que c'est pas comme ça que les choses se passent. Les services sont de fait dépendants de substrats bien matériels. Prenez les gardes d'enfants, vous ne faites pas de garde d'enfants si vous n'avez pas un local, si vous n'avez pas aujourd'hui quelques couches, si les parents ne peuvent pas venir et s'en aller, en général en voiture, etc. Donc, tous les services sont basés sur des substrats bien physiques. Donc, l'industrie pilotant les biens sur lesquels vont pouvoir se greffer les services, vous avez également une covariation très forte du PIB dans son ensemble et de l'énergie. Donc, le meilleur indicateur avant-coureur que vous pouvez avoir sur la production industrielle, je vais vous le montrer après, et derrière, sur le PIB, avec une nuance près, c'est que le PIB peut profiter d'effets purement financiers, ce qui n'est pas le cas de la production industrielle, j'y reviendrai après, eh bien, c'est l'évolution vraisemblable de l'approvisionnement énergétique d'une zone. Une fois que vous avez ça, 95% de la messe est écrite en ce qui concerne l'évolution de son PIB. C'est ce qui me fait dire, et vous le verrez un peu plus tard, qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de croissance verte, il y aura de la décroissance dont on a intérêt, sur laquelle on a intérêt à savoir s'organiser. Vous avez ici une autre courbe qui va dans le même sens, qui est depuis 1965 que vous avez ici jusqu'à 2013 que vous avez là, et pour le monde dans son ensemble, la consommation d'énergie dans le monde et le PIB dans le monde en monnaie constante, déflaté. Bah, vous voyez que le meilleur modèle macroéconomique du monde s'appelle une droite. Voilà, on pourrait faire des économies budgétaires sur une partie de la recherche. Voilà un dernier graphique qui va dans le sens de ce que j'évoque, dans lequel c'est le PIB reconstitué dans le monde sur les 2000 ans qui viennent de s'écouler. Donc vous savez que conventionnellement, on date le calendrier de la naissance de M. Jésus-Christ, c'est ainsi. Vous voyez que pendant 1000 ans, il n'était pas nécessaire de promettre la croissance pour se faire élire, puisque la croissance n'existait pas. Et même pendant 1800 ans, il était à peine nécessaire de promettre la croissance, puisque la croissance n'existait pas. Et que, comme par hasard, la croissance apparaît au moment où apparaissent les combustibles fossiles, c'est-à-dire la possibilité de commencer à mettre à vitesse accélérée des machines au travail pour remplacer les hommes. Alors, question que je vous pose, quand vous voyez ce graphique, est-ce que vous avez très envie de penser que le nuage de points là, va continuer à croître à hauteur de 3% par an pour l'éternité? Vous êtes d'accord avec moi que la seule bonne question, c'est de savoir quand et comment ça s'arrête, si on doit le gérer ou si on doit le subir.
etc. Mais l'idée que ça puisse continuer ad vitam aeternam, je ne suis pas complètement sûr que je parierais mes propres économies dessus. Vous savez, quand vous voulez savoir quelle est votre intime conviction, il y a un moyen qui est très bon, c'est de savoir si vous parieriez toute votre retraite sur la conclusion. Et avant d'en discuter avec quelqu'un d'autre, vous vous mettez devant une glace et vous vous posez la question. Et si la réponse est non, c'est que si vous défendez l'inverse devant quelqu'un, vous savez que vous êtes un peu de mauvaise foi. Donc il faut commencer par faire l'exercice tout seul, dans sa salle de bain, devant la glace, pour avoir le résultat. Le PIB est donc une affaire de volume d'énergie. Par contre, et là je vais peut-être vous surprendre, c'est absolument pas une affaire de prix. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas de lien entre le prix de l'énergie et le PIB? Non, il n'y a pas de lien entre le prix de l'énergie et le PIB. Et la meilleure manière d'avoir la réponse, c'est tout simplement de faire un graphique avec d'un côté le prix du pétrole et de l'autre le PIB, puis on voit s'il y a un lien ou pas. C'est exactement ce que vous avez sur ce graphique. Alors pourquoi le prix du pétrole et le PIB? Parce que le pétrole représente l'essentiel de la dépense énergétique dans le monde, hein, de très loin. Son prix par kilowattheure est très supérieur à celui du gaz et du charbon. Donc une fois que vous avez capturé la dépense en pétrole dans le monde, vous avez 70% de la dépense énergétique, en gros. S'il y avait un lien entre le PIB et le prix du baril, eh bien vous devriez avoir quelque chose ici qui vous le dise. Par exemple, si le PIB devait augmenter quand le pétrole baisse, un truc que vous entendez souvent, quand le pétrole monte, le PIB baisse. Vous avez déjà entendu ça? Bon. Ben à ce moment, quand le prix du pétrole va se balader par là, le PIB devrait baisser. Pas vraiment ce qu'on constate sur le graphique. Hein, ici, c'est 1960 et là, c'est 2013. Vous voyez que le PIB a pu augmenter avec le prix du pétrole qui baisse, augmenter avec le prix du pétrole qui monte, augmenter avec le prix du pétrole qui baisse, augmenter avec le prix du pétrole qui ne bouge pas, augmenter avec le prix du pétrole... Enfin, bref. Il n'y a pas de lien, quoi. Il n'y a pas de lien. Si vous voulez absolument faire une droite de régression à Excel là-dessus, vous savez ce qu'il va vous dire? Que le PIB augmente quand le prix du pétrole augmente. C'est exactement ce qu'il va vous dire. Autre chose qui n'est pas vrai, c'est que le prix du pétrole dépend de la consommation de pétrole. Dit autrement, si le prix du pétrole baisse, on en consomme plus, et si le prix du pétrole monte, on en consomme moins. Eh bien, regardons. Vous avez ici la consommation mondiale de pétrole. Ce point, c'est 1921, vous voyez, et là, c'est 2013. Et là, vous avez le prix du baril. Eh bien, si cette relation était vraie, vous devriez avoir un machin qui ressemble à 1 sur X, là, ou à peu près. C'est-à-dire que plus le prix du pétrole baisse, et plus on se balade sur la droite, et plus il monte, et plus on se balade sur la gauche. C'est absolument pas ce que vous voyez. En fait, c'est pire que ça. Vous voyez qu'en première approximation, le prix du pétrole et le volume de pétrole ne connaissent que deux régimes. Le prix reste constant et le volume fait n'importe quoi. Le volume reste constant et le prix fait n'importe quoi. À nouveau, le prix reste constant et le volume fait n'importe quoi. Et à nouveau, le prix fait n'importe quoi et le volume reste constant. C'est amusant, non? Donc tous les gens qui se disent « Ah, il va y avoir moins de pétrole, il va valoir plus cher », bah non. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas du tout ce qui s'est passé dans le passé. Pourquoi voulez-vous qu'à l'avenir, s'il y a moins de pétrole, il vaille plus cher? Alors il y a une bonne raison à ça. C'est que le pétrole étant indispensable à l'économie, si vous n'avez pas assez de pétrole, dans un premier temps, il vaut plus cher, mais dans un deuxième temps, l'économie se casse la gueule et à ce moment, il vaut moins cher. Puisque le pétrole alimente tous les transports. Si vous n'avez pas assez de pétrole, vous n'avez pas assez de transport. Si vous n'avez pas assez de transport, les vis et les clous ne sont pas livrés chez Peugeot, vous n'avez pas assez de voitures vendues et l'économie se casse la gueule. C'est exactement ce qui se constate depuis, j'y reviendrai après, depuis les années, le milieu des années 2000. Donc la seule chose, à mon avis, qui est un peu solide dans les conclusions concernant le prix du pétrole, c'est qu'à partir du moment où le pétrole devient contraint, ce qui a commencé, son prix va devenir volatile. Voilà, ça c'est la seule chose sur laquelle je suis prêt, comme je vous le disais tout à l'heure, à parier une fraction de mes économies à poil devant la glace. Le reste, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand le prix du pétrole augmente, les transferts de rente se font de manière extrêmement différente. Ça, c'est absolument certain. Vous avez ici la facture pétrolière, gazière et charbonnière, parce que l'Europe importe du charbon, vous ne le savez peut-être pas, mais l'Europe importe à peu près la moitié du charbon qu'elle consomme. Alors ça ne vaut pas très cher à la tonne, hein, mais l'Europe importe du charbon. Même les Allemands importent du charbon. Donc ici, vous avez la facture charbonnière, gazière et pétrolière de l'Europe depuis 1980. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique a été déflaté sur le pétrole. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas sur le gaz, mais peu importe, ça ne changerait pas énormément les proportions. Ce que vous voyez surtout, c'est qu'en ce qui concerne cette facture, elle est passée de 100 en gros à 600 en gros milliards de dollars en l'espace de quelques années. Et ça, par contre, c'est un vrai transfert de rente au détriment de l'Europe et au profit de M. Poutine, comme ça il peut se payer quelques chars, et d'un certain nombre d'autres fournisseurs d'hydrocarbures qui peuvent ainsi avoir quelques éconocroques.
Je vais tout de suite vous livrer quelque chose qui normalement est plutôt du côté du plan d'action, mais je vais vous en faire part dès maintenant. Un petit raisonnement très con, vraiment très con. Si vous payez 500 milliards de dollars par an, à quel niveau est-ce que vous pouvez investir? C'est un petit raisonnement financier tout bête. Hein. À quel niveau est-ce que vous pouvez investir dans des infrastructures qui vous permettent de vous passer de ces importations? Si la durée de vie des infrastructures dans lesquelles vous investissez est infinie ou quasi infinie, des bâtiments qui vont durer des siècles, des infrastructures qui vont durer des siècles, etc. Donc en première approximation, c'est infini. Eh bien, la réponse est très simple. Vous allez pouvoir investir jusqu'au niveau de stock pour lequel l'annuité représente l'économie d'importation. Dans une période où les taux longs sont à 0, je me suis dit qu'une annuité de 2%, ce n'était pas déconnant. Et ça veut dire que pour éviter ces importations, eh bien, vous pouvez envisager, donc Juncker est enfoncé, hein, moi je lui rajoute 2 zéros, vous pouvez investir plus de 20 000 milliards de dollars en infrastructures diverses, dont la durée de vie est infinie. Alors si elle n'est pas infinie, évidemment, vous investissez un peu moins, pour éviter ces importations. Et si vous faites le total de ce qu'il faudrait investir pour rendre les villes résilientes, rendre les transports résilients, etc., vous n'êtes pas très loin du compte. Hein. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que dans ce monde-là, on n'est pas nécessairement sans rien à faire. Par contre, c'est sûr qu'on n'aura plus la croissance et que ce n'est pas l'augmentation du pouvoir d'achat et des objets qu'on s'achète qui va être le driver. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait rien à faire. Des choses à faire, on peut en imaginer 1 milliard. Je reviens sur mon pétrole, et je vous ai dit tout à l'heure, le prix, on s'en fout. Par contre, le volume, on ne s'en fout pas, comme pour le reste de l'énergie, et comme ça pilote les transports, on s'en fout vraiment pas. Vous avez ici la covariation depuis 1965 de la quantité de pétrole consommée dans le monde, c'est en rouge, alors c'est une variation lissée sur 3 ans, c'est la raison pour laquelle ça commence en 68, et du PIB par personne. Ce que vous voyez, c'est qu'avant les chocs pétroliers, la covariation existe, mais vous avez un gros delta entre la variation du PIB et la variation du pétrole. Dit autrement, quand la production de pétrole se met à évoluer dans un sens donné, enfin sa variation plus exactement se met à évoluer dans un sens donné, le PIB suit, mais avec une ampleur qui est moindre que celle que vous constatez sur le pétrole. Et depuis les chocs pétroliers, cette covariation est de même ampleur. Qu'est-ce que ça veut dire en termes purement statistiques? Ça veut dire que contrairement à une idée couramment répandue, l'économie moderne n'est pas moins dépendante du pétrole qu'avant les chocs, elle l'est plus. La même variation sur l'offre de pétrole vous induit des variations plus importantes sur la production économique. C'est la mondialisation. En termes très concrets, c'est la mondialisation. Vous avez aujourd'hui une dépendance au transport intermédiaire dans absolument n'importe quelle entreprise qui est beaucoup plus élevée que celle que vous aviez avant les chocs pétroliers. Et surtout, le deuxième truc très intéressant à noter, vous savez, il y a beaucoup d'économistes qui vous expliquent que la croissance vient de Mars, on ne sait pas du reste, ou peut-être que c'est de Jupiter ou de la nouvelle comète, là, et que quand il y a de la croissance qui vient de Mars, alors on va consommer plus d'énergie. Moi, ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est que la croissance ne venait pas de Mars, la croissance venait de plus de ressources et plus d'énergie à notre disposition, donc c'était logique que plus d'énergie soit une condition de la croissance, et non pas une conséquence de la croissance. Et vous le retrouvez là-dessus, en ce que la variation sur le pétrole, sur ce graphique, vous voyez très clairement qu'elle précède la variation sur le PIB. Si on consommait plus de pétrole parce qu'on était plus riche, vous devriez avoir l'inverse. Ou à minima, vous devriez avoir une parfaite concordance. Le fait que la variation du pétrole précède chronologiquement la variation du PIB infirme l'idée selon laquelle d'abord vous êtes plus riche et ensuite vous achetez plus de bagnoles pour consommer plus de pétrole. C'est l'inverse qui se passe. D'abord vous avez plus de pétrole, vous pouvez transporter plus, et donc vous pouvez accroître la production. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe. Suivez le pétrole, vous aurez donc la production, c'est le petit jeu auquel nous allons nous livrer pour l'Europe. Voilà l'approvisionnement pétrolier de l'Europe. Alors, une anecdote, c'est filmé, merde, ça va être retenu contre moi. Je voyais Madame Ségolène Royal ce matin, elle ne savait pas ce que je vais vous annoncer. Voilà le pétrole à disposition des Européens. Depuis 1965. Alors, le pétrole à disposition des Européens est fait de 2 moitiés, une moitié rose et une moitié verte. Alors, la moitié rose, c'est la mer du Nord. Vous savez que la mer du Nord est une zone productrice de pétrole, mais pour notre plus grand drame, cette zone est passée par un maximum en 2000, donc le pic, ça existe, puisque en mer du Nord, il est passé en 2000, et depuis, la zone est en déclin, et l'approvisionnement en provenance de la mer du Nord diminue de 5 à 8% par an. Donc une fois qu'on a passé le pic, ça peut descendre assez vite, hein, 5 à 8% par an. Soit dit en passant, c'est également le taux de déclin des gisements conventionnels actuellement exploités dans le monde en moyenne. Hein, 5 à 8% par an. Donc il faut remettre des nouveaux gisements en production, rien que pour maintenir la production.
Et vous voyez en dessous les importations, et vous voyez que les importations, en gros, il s'est passé la chose suivante. Après les chocs, on a baissé un grand coup, puis on est reparti à la hausse, à la hausse, à la hausse. Et au moment où la mer du Nord est passée par son maximum, les importations se sont mises à particulièrement augmenter pour compenser le déclin de la mer du Nord, tout en permettant d'augmenter la consommation de pétrole à notre disposition. Et vous voyez qu'à partir de 2005, crac, les importations s'arrêtent d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'en 2005, le monde atteint son plateau de production qu'il a conservé depuis à 1 million de barils jour près, puis ça dépend si vous mettez les liquides de gaz ou pas dedans. Si vous regardez le brut conventionnel qui sort sous forme de brut, eh bien, le pic de production a été passé en 2006, oui c'est ça, je vais y arriver, oui en 2006, absolument, dans le monde, et depuis, c'est très légèrement décroissant sur cette fraction. Alors, il y a d'autres trucs, les sables bitumineux, les liquides de gaz, machin, mais globalement, en 2005-2006, le brut s'arrête de croître, et à ce moment, les importations européennes ne peuvent que suivre l'inverse de la pression démographique, puisque tout le monde en veut du pétrole. Nous sommes en concurrence avec tous les importateurs et nous sommes en concurrence avec la production domestique des pays producteurs. Donc à ce moment-là, nos importations se mettent à légèrement décliner et combiné au déclin de la mer du Nord, ça se met à baisser très vite. Nous avons perdu plus de 16% du pétrole depuis 2006. Notez que le max est en 2006 et pas en 2008. Donc ce n'est pas d'abord la crise financière et ensuite le pétrole baisse, c'est d'abord le pétrole baisse, ensuite la crise financière. Et la crise financière est arrivée parce qu'avec le stock de dettes qu'on avait, qui soit dit en passant a augmenté depuis, avec le stock de dettes qu'on avait, la baisse du PIB et de la production industrielle qui a suivi la baisse du pétrole a créé une crise de confiance vis-à-vis de la dette accumulée. Et à ce moment, vous avez eu la crise financière. Donc ça s'est bien passé dans l'ordre. L'énergie ralentit, puis le PIB ralentit, puis la crise de confiance crée une crise financière. Pour les mêmes raisons, l'an prochain et dans pas très longtemps. Alors, je ne sais pas vous dire si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Avec les copains, on fait des paris. Moi, je penche pour 2-3 ans. Mais bon, voilà, ça peut bien être 3-4, ça peut être 1-2, j'en sais rien. C'est pas pendant 50. C'est pas pendant 50. Il n'y a pas de pétrole, consommons du gaz. Il n'y a pas de peau, le gaz en Europe suit exactement le même chemin. Alors, le gaz, contrairement au pétrole, qui est une énergie mondiale, le pétrole se transporte très facilement parce qu'il est liquide. Sous-entendu à pression et température ambiante. Donc vous le transportez sur de très longues distances, de manière très facile, avec de très faibles déperditions énergétiques. Donc c'est la seule énergie mondiale dont nous disposons. Le gaz étant gazeux, merci l'Académie française, eh bien il se transporte beaucoup plus difficilement que le pétrole, et vous avez une déperdition énergétique par unité d'énergie transportée qui est plus importante, et des infrastructures de transport qui sont beaucoup plus rigides. Vous ne pouvez pas avoir des bateaux de gaz gazeux qui se baladent. Il faut avoir des bateaux, ça sera pour plus tard, des bateaux de gaz liquide qui se baladent ou du gaz qui se balade dans des pipes. Alors historiquement, c'était les pipes. C'est la raison pour laquelle on avait ces contrats indexés sur le pétrole. Il fallait être sûr que les gens prennent le gaz dans tous les cas de figure. Une fois qu'on s'était emmerdé à construire le gazoduc, il va de la Norvège à la France et il ne va pas de la Norvège jusqu'au Zimbabwe. Donc à ce moment, il faut bien que les Français l'achètent. Et donc, on avait conçu les contrats pour être sûr que ce soit bien le cas. Donc le gaz est une énergie régionale et 60% du gaz utilisé en Europe vient de la mer du Nord, dont vous voyez sur ce graphique qu'elle a entamé son déclin en 2005. Alors pour le moment, tous les pays de la mer du Nord ont passé leur pic, sauf la Norvège, et quand la Norvège passera son pic, ce qui est annoncé pour 2020, give or take some, eh bien à ce moment, le déclin de la zone, comme pour le pétrole, sera de 5 à 8% par an. Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il faille se chauffer au gaz. Je suis curieux de savoir quel sera le supplément de valeur verte dans quelques années quand il y aura des immeubles qui seront chauffés au gaz et où l'acheteur se dira « Ah merde, est-ce que j'aurai toujours chaud dans 10 ans ?» Ça va être un sujet, à mon avis, un sujet intéressant pour les agents immobiliers. Nous avons perdu 12% de notre gaz depuis 2005. Et ce que vous voyez, c'est que les zones importatrices n'ont pas compensé parce que la rigidité des infrastructures de transport est beaucoup plus importante que pour le pétrole. Et il ne suffit pas de faire ça pour compenser le défaut d'approvisionnement local. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En plus, comme les Européens emmerdent les Russes alors que les Chinois non, si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que les nouvelles zones en développement dans l'interland de l'Europe, c'est-à-dire la Russie, partent vers les Chinois, qu'emmerde pas Poutine, et qui sont prêts à payer le gaz le prix qu'il faut. Donc, les accroissements d'importation en provenance de la Russie, à mon avis, on peut s'asseoir dessus. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal de faire les gros yeux à Poutine. Je dis juste, factuellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir s'asseoir dessus.
Et le supplément de gaz qui pourrait venir du GNL de je ne sais pas où, c'est tellement capitalistique ces affaires-là au niveau des infrastructures de transport, et par ailleurs vous perdez 15 à 20% du gaz quand vous le transportez, donc ça ne va pas vous compenser le déclin de la mer du Nord. Donc on va avoir moins de pétrole, on va avoir moins de gaz. Alors vous allez me dire, ah, il y a du shale gaz. Bon. Voilà un ordre de grandeur, quand vous faites les calculs, de ce que le shale gaz pourrait amener en Europe, à supposer qu'il y en ait, à supposer qu'on ait envie de faire les trous, à supposer qu'on ait les capitaux, à supposer qu'on ait les compétences, etc. Ça va pas être un game changer, comme disent les gens dans le milieu. Donc, à mon avis, on est bien parti pour avoir une décrue du gaz en Europe pour un certain temps aussi. Alors, il reste le charbon. Le charbon se transporte mal, c'est l'énergie qui se transporte le plus mal dans le monde. À peu près 15% du charbon mondial passe une frontière entre le pays de production et le pays de consommation. Hein, c'est un marché d'ajustement, le marché international. Ce n'est pas un marché principal comme pour le pétrole. Pour le gaz, c'est 30% à peu près du gaz qui passe une frontière. Donc, historiquement, la consommation de gaz européenne de charbon européenne a été la production de charbon européenne, plus un petit terme d'ajustement que vous voyez comme étant la différence production moins consommation ici. Vous ne doublez pas ou vous ne triplez pas ça overnight parce que les infrastructures de transport sont des choses qui sont compliquées. Et par ailleurs, pour consommer plus de charbon, il faut avoir des installations consommatrices de charbon, donc des hauts fourneaux, des aciéries, c'est pas non plus, ou des centrales, c'est pas des trucs que vous construisez overnight non plus. Et en plus, il faut électrifier les usages aval si vous n'avez pas assez de pétrole et de gaz, et ça ne se fait pas overnight non plus. Donc le basculement, et même si vous voulez faire des usines de CTL, bon courage, avant d'en avoir dans chaque port. Donc le charbon est en baisse. Voilà, juste pour mémoire, il reste les énergies électriques non fossiles en Europe, et ici vous avez l'approvisionnement en milliards de kilowattheures européens depuis 1965. Vous constatez qu'on a un socle d'hydroélectricité sur lequel on a rajouté du nucléaire qui est en légère décrue, et juste deux ordres de grandeur qui vous intéresseront. Pour faire ça, on a eu besoin de mettre 500 milliards d'euros de CAPEX sur la table, en Europe. Pour faire ça, on a eu besoin d'en mettre 800, et à ce prix-là, vous ne gérez pas l'intermittence. Donc vous avez une partie du coût que vous ne comptez pas parce que c'est de la destruction de valeur chez les autres. Ça va durer 2 fois moins longtemps, parce que les dispositifs de production durent 2 fois moins longtemps. Pour le moment, c'est un ajustement marginal. Si on veut en faire une énergie principale, le coût de pénétration des renouvelables est une fonction croissante du pourcentage. Ce n'est pas une fonction décroissante. Vous n'êtes pas du tout en économie d'échelle. Vous êtes à plus que le linéaire en ce qui concerne les coûts d'intégration. Hein ? Un rapide calcul du pouce que j'ai fait montre que quand vous passez de nucléaire à éolien dans un système fermé, hein, donc un système dans lequel vous raisonnez bien en coût moyen et pas en coût marginal, le supplément de CAPEX dont vous avez un facteur 10 à 15 sur le CAPEX pour produire la même quantité d'électricité sur la même période, y compris stockage, réseau, etc. Hein, tout ça. Donc mon sentiment, c'est que de remplacer 25% du nucléaire par des ENR, alors là, je peux vous dire qu'à poil devant ma glace, je parie toute ma fortune sur l'inverse. Tout. J'ai essayé de parier avec Baupin il n'y a pas longtemps, il n'a pas voulu parier. Il n'est pas joueur, cet homme. J'empile mes énergies européennes. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous avez ici le charbon européen, menacé par le fait que notre propre production décroît et qu'en plus, c'est la première énergie dont il faut se débarrasser si on veut être sérieux sur le changement climatique. Le pétrole qui décroît déjà pour cause géologique en Europe, le gaz qui décroît déjà pour cause géologique en Europe, le nucléaire qui décroît parce que les gens pensent que c'est affreux et qu'il n'en faut pas, et les ENR qui pour le moment croissent, mais ça ne va pas durer parce que l'intensité en CAPEX est telle que dans un monde qui ne va plus croître, les disponibilités en CAPEX vont se retrouver de plus en plus limitées. Et ce que vous voyez surtout sur ce graphique, j'enlève le dernier machin pour y bien, c'est que le maximum de la consommation énergétique de l'Europe, c'est 2006. 2006. Qu'est-ce qui se passe après sur l'industrie? Alors vous voyez, l'industrie européenne que M. Arnaud Montebourg n'a pas réussi à redresser, et Bou le vilain, a perdu, enfin l'industrie française a perdu 10%. Mais nous, on est vraiment des nuls, et probablement que les autres ont fait mieux. Alors allons voir les Anglais, oh, 13%. Allons voir les Danois, oh, 14%. On va voir les Suédois sont des bons, 4, moins 4. Allons voir les Finlandais, oh, moins 22. Alors les Allemands, ça, champions du monde, toute catégorie. En d'autres temps, on aurait dit qu'ils étaient nuls, parce qu'en d'autres temps, il fallait de la croissance. Là, ils ont juste fait pas de décroissance, et alors tout le monde dit ils sont vraiment merveilleux ces gens-là, ce qui, en l'occurrence, n'est pas faux compte tenu des autres, car allons voir les Espagnols, oh, moins 22, et allons voir les Italiens, oh, moins 19, et allons voir l'Union dans son ensemble, oh, moins 9, allons voir les Japonais, oh, moins 8, bon, bref, partout, sauf aux États-Unis, mais pour des raisons qui sont très particulières. Les Japonais, c'est pareil, hein, ils sont passés par un maximum de leur disponibilité énergétique là.
Et quand vous regardez ce qui s'est passé après Fukushima, il y a eu un arbitrage très rapide entre nucléaire, pétrole et gaz, mais l'enveloppe globale de consommation d'énergie, elle suit une forme très régulière, exactement la même que chez nous. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais vous parler de dérivées secondes. Ça ne vous fait pas peur ici, les dérivées secondes? Qu'est-ce que c'est que la dérivée seconde en ce qui concerne l'énergie? C'est la variation de la variation. Et donc, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est que j'ai regardé le taux de variation de l'approvisionnement énergétique sur les 50 dernières années. Et la courbe de tendance en pointillé me donne la variation de la variation. Eh bien, ce que je constate, c'est que la variation de la variation est négative depuis 50 ans. Dit autrement, l'approvisionnement énergétique européen décélère depuis 50 ans. En 2006, la dérivée première s'est inversée. Ça va décroître. C'est la vie, hein? Tous dans cette salle, vous êtes en phase de diminution de votre taille, presque. Enfin, sauf les tout petits jeunes. Encore, il ne doit pas y en avoir beaucoup en croissance ici. Ben, les autres, vous êtes en phase de tassement. Voilà, c'est la vie. Vous êtes passé par un maximum à votre taille, puis hop, maintenant ça baisse. Bon. C'est exactement pareil en ce qui concerne tout processus physique en général. Hein. C'est quelque chose qui est fréquent dans les processus physiques. Vous avez inflation, contraction. L'approvisionnement énergétique européen est, à mon avis, entré en phase de contraction et il va bien falloir faire avec. Et si on n'est pas capable et si on n'est pas foutu de gérer ce problème, on terminera avec Le Pen. Ou équivalent, puisque c'est en train de monter dans tous les pays européens. Hein. C'est pas juste chez nous. Hein. Elle est charmante, cette dame. Et vous voyez que le PIB européen a suivi exactement la même ligne de pente sur les États-Unis ont le gaz de schiste. Ah! Où est la différence? Où est la différence? Alors, je vous remontre. Hein. Quand même, je vous montre le lapin avant-après. Europe, États-Unis. Europe, États-Unis. Après, j'en mets un dans ma main gauche, un dans ma main droite. J'agite bien et je vous demande de... Oui, absolument. Ça oscille plus. Ça oscille plus parce que c'est une société avec moins de filets de sécurité et plus de fusées quand les choses vont bien. Et par ailleurs, c'est une société plus financiarisée que la nôtre. Et en fait, si je vous avais montré la Grande-Bretagne, vous auriez retrouvé aussi ces oscillations beaucoup plus amples que celles qu'on a chez nous. Ce qui me fait dire une chose, soit dit en passant, c'est que le gain de PIB qu'ont eu un certain nombre de pays depuis 2007, année où la production industrielle s'est mise soit à baisser, soit au mieux à rester constante, parce qu'aux États-Unis, c'est pareil, ça reste constant, c'est dû à la financiarisation de l'économie et au fait que quand vous calculez le PIB, vous corrigez de l'inflation les biens courants. Donc quand vous vendez des tables et des chaises, vous corrigez ça de l'inflation, alors que quand vous produisez des mètres carrés, vous ne corrigez pas ça de l'inflation. Si Bouygues Immobilier, ou certains d'entre vous travaillent peut-être, vend demain matin ses appartements 2 fois plus cher, ça ne rentre pas dans le calcul. Enfin, il n'y a pas de correction liée à l'inflation. C'est vraiment que ça vaut 2 fois plus cher. Alors que si j'achète mes chaussettes 2 fois plus cher, c'est pas que ça vaut 2 fois plus cher, c'est que je me suis fait enfler et crac, on me divise le prix par 2 dans le calcul du PIB. Et ça s'appelle de l'inflation. Donc si vous payez vos baguettes plus chères, ça s'appelle de l'inflation. Si vous payez votre appartement plus cher, ça ne s'appelle pas de l'inflation. Pourquoi? Bon. J'ai un ami économiste avec qui on va essayer, si Dieu nous prête suffisamment longue vie, de recalculer des séries de PIB, corriger de l'inflation, y compris sur les actifs. Et une fois qu'on aura fait ça, là, je suis aussi prêt à parier, alors pas toute ma fortune, mais voilà, quelques bouteilles de bon champagne, toujours devant ma glace de salle de bain, qu'on va trouver une courbe sur le PIB qui va beaucoup plus ressembler à la courbe sur l'approvisionnement énergétique. Parce que de fait, si vous avez moins d'énergie, vous avez moins d'engins de chantier et de grues au travail, donc vous faites moins de mètres carrés, et si le mètre carré vaut toujours la même chose dans les comptes nationaux, le PIB de la construction va baisser, quoi. Point. Hein. Voilà, vive le gaz de schiste bis. Regardez l'évolution de l'approvisionnement énergétique américain, regardez où s'est trouvé leur maximum, et regardez comment évolue le PIB américain sur la période, le taux de croissance. Alors bon, eux, ils atteindraient, en prolongeant le taux de croissance, une économie stable, puis en récession en 2045. Nous, c'est plutôt pour 2015. Donc, on peut dire qu'ils ont gagné 30 ans sur nous d'une certaine manière. Mais enfin, la tendance est clairement orientée à la baisse aussi. Voilà la zone OCDE dans son ensemble sur l'approvisionnement énergétique. Et voilà le PIB de la zone OCDE dans son ensemble en termes de variation. Et voilà le PIB mondial dans son ensemble. Donc, je résume cette première partie. L'approvisionnement énergétique pilote la transformation de la matière et donc pilote la contrepartie monétaire de cette transformation de la matière qui s'appelle la valeur ajoutée, puis le PIB.
À cause de processus assez simples à expliquer, l'approvisionnement énergétique décélère depuis qu'on a commencé à taper dedans. Je vais faire un tout petit crochet là-dessus. C'est à cause des œufs de Pâques. C'est à cause des œufs de Pâques. Qui ici a déjà cherché les œufs de Pâques quand ils étaient gamins? Vous êtes que 3, non, attendez, il y a plus de gourmands que ça dans la salle, je ne vous crois pas. Ah, bon. Vous savez que quand vous cherchez des œufs de Pâques, en général, sauf si vraiment vous êtes bigorné d'une manière particulièrement bizarre, vous allez trouver en premier les plus gros et les plus mal planqués. D'accord? Si vous avez un énorme œuf de Pâques d'1 mètre de diamètre qui est posé sur la table du salon, probablement vous allez le trouver avant le tout petit machin rikiki qui est enterré sous 20 cm de terre. D'accord? Bon. Quand on a cherché des accumulations discrètes de pétrole, de gaz et de charbon qui s'appellent des mines ou des gisements, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement pareil. Au début, les moyens d'exploration sont rudimentaires. Donc on trouve en premier les trucs les plus gros et les moins bien planqués. Donne un coup de pioche dans le Texas, paf, le puits éruptif, pas bien planqué du tout, pas très gros, pas bien planqué. Ensuite, je vais aller en Arabie Saoudite, je vais trouver Gawar, 200 milliards de barils si ma mémoire est bonne. Alors là, extrêmement gros, pas très bien planqué, je plante des tuyaux dedans et 50 ans après, j'y suis encore. 50 ans après, j'y suis encore, pardon. Et puis avec le temps, vous allez trouver des machins de plus en plus petits et de mieux en mieux planqués. Donc vous allez trouver des trucs sous le subsalt là, brésilien avec 2 km de sel, 4 km de flotte, etc. Donc c'est gros, il y a 20 ou 30 milliards de barils, mais enfin c'est profond, c'est emmerdant, c'est soufré, etc. 200 milliards d'augmentation de capital de Petrobras pour aller chercher. Et à côté de ça, vous allez trouver des trucs qui sont petits, pas très planqués, très mal commodes à exploiter, typiquement les hydrocarbures non conventionnels. Hein, c'est petit. C'est assez planqué quand même, et c'est compliqué. Il faut 3 à 4 fois plus de capex par baril extrait sur les hydrocarbures non conventionnels qu'il en faut sur les conventionnels. Donc si vous dites que le secteur pétrolier a toujours la même quantité d'argent à dépenser en termes d'investissement, bah, quand vous passez du conventionnel au non conventionnel, vous divisez le débit par 3. C'est simple. Donc avec le temps, vous allez taper dans des trucs qui sont de plus en plus complexes physiquement et de mieux en mieux planqués physiquement. Donc, la possibilité de conserver les mêmes débits en provenance d'un gisement est nulle. D'accord ? Vous étiez dans un gisement qui est une baignoire que vous pouvez vider très vite et qui en plus est une grosse baignoire, et vous passez à des baignoires que vous pouvez vider plus lentement, qui sont les plus petites baignoires. Vous avez de plus en plus de mal à maintenir les débits. Hein ? Et c'est la raison pour laquelle l'approvisionnement énergétique qui vient aujourd'hui pour l'essentiel d'accumulation discrète, encore une fois, pétrole, gaz, charbon, un peu uranium, mais ça devient plus marginal, chute d'eau, pareil, c'est des accumulations discrètes, eh bien, ça a été de plus en plus difficile au cours du temps de maintenir les taux de croissance d'antan, et j'aurais pu vous montrer, mais on va me faire les gros yeux parce qu'il est temps de passer à l'apéro presque, j'aurais pu vous montrer par exemple l'évolution du taux de croissance sur l'extraction mondiale de pétrole, et vous voyez que là aussi la dérivée seconde est négative depuis 1,5 siècle. Donc tout ça, à mon avis, est parfaitement normal. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Le drame dans notre affaire, c'est qu'on a bâti là-dessus un système de représentation économique qui, lui, n'a pas de limite en dur. C'est-à-dire qu'aucune théorie économique ne vous explique que quand le PIB mondial atteint 62 573 milliards de dollars, crac, game over. Vous n'avez pas ça? Dans tous les systèmes physiques, vous avez ça. Vous avez une limite de tolérance à la charge que vous pouvez avoir sur un plancher, à la charge que peut monter une grue, au nombre de gens que vous êtes capable de mettre dans une maison. Vous avez des limites physiques, vous en avez partout. Et on a construit un système de représentation du monde bien physique dans lequel nous vivons, sans limite. Le malentendu vient de là. Le malentendu vient de là. Il est gros. C'est un gros malentendu. Hein ? On va le payer cher. Mais il vient de là. Je vais vous parler un tout petit peu de changement climatique pour terminer. Alors, marrez-vous, ça c'est de l'économie dématérialisée pour de vrai, puisque plus vous allez vers la droite et plus c'est cher, alors que vous avez utilisé une petite quantité de tissu. Donc, l'industrie des sous-vêtements féminins a inventé la dématérialisation depuis bien longtemps déjà. Et du reste, ça m'incite à penser qu'en 2020, ils seront vraiment dématérialisés pour de bon. Je vais donc vous parler de changement climatique. Alors, ce que je vais vous dire, malheureusement, est un peu moins drôle que ça. Et je vais vous donner juste quelques milestones, enfin quelques indications rapides, histoire de cadrer un tout petit peu le débat. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que la science qui est à l'origine de la compréhension de l'influence de l'homme sur le climat, c'est la même que celle que vous utilisez pour ceux d'entre vous dans cette salle qui font avancer des voitures, voler des avions, avancer des sous-marins et autre chose de cette nature. C'est la même. C'est la même, d'accord? C'est Navier-Stokes, c'est Maxwell, c'est Bernoulli, c'est pareil, il n'y a pas de différence.
Ceci expliquant cela, ça fait longtemps que les physiciens ont compris ce qu'allait être le changement climatique. On doit à un Français, Cocorico, d'avoir publié dès la première moitié du 19e siècle un papier dans une revue scientifique dans laquelle il disait « Il y a quelque chose dans l'atmosphère terrestre qui fait que si ce quelque chose n'était pas là, la température au sol serait inférieure. » Fourier, 1824. Deux physiciens, un buveur de bon Bourgogne et un buveur de mauvais whisky, caractérisent dans les décennies qui suivent les gaz qui sont à l'origine de cet effet de serre, c'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique, pardon, le dioxyde de carbone. Maintenant, si vous dites le gaz carbonique, vous vous faites assassiner. Et enfin, c'est à la fin du 19e siècle qu'un chimiste suédois qui aura enquiquiné des générations de lycéens derrière à cause de ses travaux sur l'électrolyse, fera un calcul d'ordre de grandeur pour dire que si on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère, alors la température planétaire s'élève de quelques degrés en moyenne. Et Arrhenius avait déjà compris que cette élévation de température serait plus rapide là où il n'y a pas de soleil que là où il y en a, ce qui est totalement contre-intuitif si c'est la puissance du soleil qui doit augmenter, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. Or, il avait déjà compris que ça serait exactement l'inverse. Donc il avait compris que ça évoluerait plus vite l'hiver que l'été, plus vite au pôle qu'au tropique, et plus vite la nuit que le jour. C'est très exactement ce qu'on constate en règle générale. La première tentative de modélisation du système date du début du XXe siècle, et alors à l'époque les ordinateurs n'existent pas encore, et alors à ce moment, M. Richardson, c'est que les Anglais, pour réussir en Grande-Bretagne, vous avez deux options, vous êtes monstrueusement conservateur ou monstrueusement transgressif. Entre les deux, ça ne marche pas bien. Donc Richardson était du côté monstrueusement transgressif et il a dit, eh bien, je vais mettre quelques milliers de physiciens au travail dans un grand amphi où je leur demanderai de me résoudre les équations élémentaires de la physique à la baguette, là, comme un chef d'orchestre, et je vais donc faire un modèle de représentation du système et je vais bien voir ce que ça donne. Alors il n'a pas trouvé ces 5000 physiciens, mais dès qu'on a trouvé des physiciens artificiels qui s'appelaient des ordinateurs, eh bien, on a donné à manger au premier ordinateur le premier modèle numérique de simulation du comportement de l'atmosphère. Donc le mariage entre l'informatique et la physique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre environnement est un mariage qui a plus que célébré ses noces d'or. 60 ans, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas s'il y a des gens concernés dans la salle, non? Non, bon. Donc ça fait très 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 longtemps, encore une fois, que les physiciens et les informaticiens essayent de travailler ensemble pour comprendre ce qui peut se passer. Et du reste, tous les ingénieurs qui sont dans la salle, qui utilisent encore une fois, qui travaillent encore une fois dans l'industrie, savent très bien que les modèles sont omniprésents. C'est juste un système de représentation simplifié et valide dans son domaine de représentation du réel. C'est ça, un modèle. Donc c'est ni juste ni faux, parce que c'est un modèle. Voilà, c'est un système de représentation. Et donc les conclusions qui émanent aujourd'hui de la science sont des conclusions qui ont pris racine dans des choses qui ont été réfutées dans tous les sens. Et par ailleurs, ce qui est récent dans cette affaire, ce n'est pas d'avoir compris ce qu'était le réchauffement climatique, c'est ce que je vais vous raconter maintenant, c'est-à-dire d'être capable de confronter ce qui pourrait se passer plus tard à ce qui s'est passé dans les temps anciens. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé dans les temps anciens, il ne faut pas juste de la science, il faut des technologies d'analyse qui, elles, sont raisonnablement récentes. Notamment l'analyse isotopique, pas que, mais notamment. Donc, avant l'apparition des spectromètres de masse, il y a plein d'autres trucs qui se rapportent à ce que je vais vous expliquer maintenant, qu'on n'était juste pas capable de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de savoir aujourd'hui? On est capable de dire quelque chose sur ce que 5 degrés représentent en termes de variation climatique. Vous avez ici l'Europe du début du XXe siècle. L'Europe du début du XXe siècle est une Europe où, si vous fichez la paix aux écosystèmes, c'est-à-dire si vous n'enlevez pas les forêts pour en mettre à la place des champs, des routes et des multiplexes, eh bien, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que partout en Europe, vous avez des forêts. Alors, au sud, méditerranéenne, au nord, boréal, plus d'épicéas, très bon pour les cèpes, soit dit en passant, au milieu, des feuillus, etc. Ça veut dire que le climat européen est un climat sympathique. Il pleut assez, fait ni trop froid ni trop chaud, pour que vous ayez juste ce qu'il faut, pour que vous ayez l'écosystème le plus riche qui puisse s'installer quelque part quand vous lui fichez la paix, c'est-à-dire une forêt. Vous allez plus au sud, il fait plus chaud, mais pas assez humide, savane. Il faut retourner encore plus au sud pour avoir plus chaud, et là, pour le coup, à nouveau très humide, et à ce moment, vous avez un écosystème encore plus riche, parce qu'encore plus chaud et humide. Vous voyez que là, il fait trop sec, parce que vous êtes trop loin de l'océan et vous n'avez pas de forêt, et là, il fait trop froid, donc trop sec, et vous n'avez pas de forêt non plus. Voici l'Europe d'il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, et à ce moment-là,
vous avez une calotte de glace qui est posée sur les Suédois, les Finlandais, les Danois et tout ce qui va... Et le nord des Allemands, ça c'est quand même pas mal. Non, pardon. Voilà. Calotte de glace qui fait quelques kilomètres d'épaisseur. Les Écossais ne représentent pas une menace pour le tournoi Destination, car les Écossais sont sous la glace. Eurotunnel ne représente pas une menace pour ses petits actionnaires, parce qu'il n'était pas nécessaire de faire Eurotunnel, puisqu'il n'y avait pas la Manche. À ce niveau-là, le trait de côte, à ce moment-là, le trait de côte passait à l'extérieur de la Grande-Bretagne, parce que l'océan mondial avait baissé de 120 mètres. Où était passée l'eau qui n'était plus dans l'océan? Dans la calotte posée sur la Scandinavie, et sa grande sœur qui était posée sur le Canada, qui s'appelait le Laurentide. Vous voyez également qu'il fait trop froid, donc trop sec, pour que vous ayez des forêts. Les écosystèmes installés sont du type toundra-steppe. Et la capacité de charge à l'époque de la France, c'est à peu près 100 000 personnes. Donc à cette époque-là, il y a 20 000 ans, la capacité de charge de la France, c'est-à-dire le nombre de bipèdes en bout de chaîne trophique que nous sommes, que la France était capable de nourrir, c'était à peu près la population de Boulogne-Billancourt. La différence de température planétaire qui sépare ces deux paysages, c'est 5 degrés. Voilà ce que les analyses paléoclimatiques récentes ont permis de comprendre. Et donc les analyses paléoclimatiques récentes ont permis de comprendre que quand vous réchauffez la planète de quelques degrés en 10 000 ans, 0,01 degré par siècle, ça va pas vite quand même, hein. Eh bien, voilà le genre de choses que vous obtenez. Ce qui laisse penser, soit dit en passant, que quelques degrés de variation de la température planétaire en un siècle, c'est non seulement inédit dans l'histoire des hommes, mais c'est très vraisemblablement inédit dans l'histoire de la planète. C'est très vraisemblablement inédit dans l'histoire de la planète. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Qui dans cette salle est marié? Bienvenue au club. Bon. Qui dans cette salle, parmi les gens mariés, est marié depuis au moins 10 ans? Encore un certain nombre. Qui dans ceux qui sont mariés depuis au moins 10 ans avait, il y a 10 ans, une idée très claire de là où on serait leur mariage aujourd'hui? Personne. Bon. Pourquoi je vous pose la question? Vous prenez une expérience que l'humanité a répétée des milliards de fois, qui s'appelle se marier. Tiens, on l'a répété des milliards de fois, on l'a fait. Et bien vous prenez un nouveau couple aujourd'hui, vous êtes infoutu de savoir où il en sera dans 30 ans. Alors moi je vous pose la question. Vous faites pour la première fois une expérience qui s'appelle réchauffer la planète de 5 degrés. Pas pour la 3 milliardième fois, pour la première fois. Vous appliquez ça à une humanité sédentaire, incapable de migrer en emmenant sur son dos ses routes, ses écoles, ses usines, Notre-Dame et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes quand il sera construit. Pour aller s'installer au demeurant dans un endroit où, ou bien vous avez déjà quelqu'un et des infrastructures, mais le quelqu'un n'est pas du tout d'accord pour vous voir arriver, ou bien vous n'avez personne et du coup pas d'infrastructure, et là c'est sûr que vous retournez à la bougie demain matin. Puisque les bougies, elles sont ici et vous ne les avez pas sur votre dos. Et vous faites en un siècle une transition de cet ordre-là qu'on a fait en 10 000 ans au plus vite dans le passé. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'on garde la paix mondiale, l'espérance de vie à 80 ans, 7 milliards de bonshommes sur Terre et un PIB à 30 000 $ par personne et par an? Ben là, je peux vous dire qu'à poil devant ma glace, je ne parie pas. Je ne parie pas. Et tous ceux d'entre vous qui pensent que si, je vous invite vraiment à vous mettre tout seul dans votre salle de bain devant la glace et à vous demander si vraiment, en votre âme et conscience, vous pariez votre pognon là-dessus. Moi, je ne parie pas. Donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, se livrer à cette expérience, c'est raisonnablement prendre l'assurance de transformer le monde en quelque chose de très violent, très chaotique, très guerrier, une contraction significative de la population humaine et un truc que vraiment, vraiment, nos enfants et petits-enfants ne seront pas très contents. Je ne pense pas qu'ils nous diront merci. Et donc toute la question aujourd'hui, c'est de savoir de combien de nos fameux esclaves énergétiques, là, on accepte de se passer. Est-ce qu'on accepte de revenir, par exemple, de 200 à 100? Je ne sais pas si c'est très grave de repasser de 200 à 100, hein, pour éviter éventuellement quelque chose qui ressemble bien à un effondrement, c'est-à-dire une situation... Qu'est-ce que c'est qu'un effondrement? Finalement, c'est une situation qui échappe à notre contrôle. C'est ça, un effondrement. Je ne sais pas vous dire si c'est tant de morts ou tant, etc. C'est votre destin qui vous échappe. Hein, c'est ça. Et je pense que là, on est en train, avec cette affaire-là, de courir un risque majeur de voir le destin nous échapper. Et nous échapper en grand, pas en petit. Revenons à des choses plus triviales. Vous travaillez tous dans des entreprises et maintenant, je vais finir cette affaire-là en où est-ce que le problème est susceptible de s'inviter dans une entreprise avec cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent, bon,
Ça, c'est l'affaire des centrales électriques, c'est l'affaire de je ne sais pas quoi. Moi, qui vends des petits dessous à Friolan, rue du Faubourg Saint-Honoré, je ne suis pas concerné par la question. Voilà. Toutes les entreprises vont se retrouver face à des tensions au début locales, puis régionales, puis mondiales sur l'approvisionnement énergétique. Parce que toutes les ressources de stock font des pics quand on les extrait. Encore une fois, la mer du Nord le fait, les mines houillères françaises l'ont fait. Voilà. Quand on a une tension sur l'approvisionnement fossile, on a un effet de premier rang, tout de suite, qui s'appelle un choc. Il y a une excursion sur le prix. Ce choc engendre des effets inflationnistes dans tout ce qui demande de l'énergie pour être fabriqué, c'est-à-dire partout. Donc vous avez des effets inflationnistes qui se répercutent de bout en bout. Et si l'effet inflationniste qui se répercute de bout en bout a pour conséquence non pas la répercussion du prix à l'aval, mais la diminution des marges, à ce moment, vous n'êtes pas capable de rembourser votre banque. Enfin bref, vous avez un petit sujet qui s'installe dans l'économie. Et à ce moment, vous avez un impact sur les coûts. Il se trouve que par ailleurs, pour des effets non totalement élucidés par votre serviteur, mais c'est bien comme ça que ça marche, quand le prix du pétrole augmente, vous avez des tas d'autres trucs qui se mettent à augmenter et ça n'est pas un effet inflationniste. Par exemple, le prix des céréales augmente. Et ce n'est pas juste parce que l'essence du tracteur vaut plus cher. Le prix du sucre augmente. Le prix de l'huile augmente, le prix de l'or augmente. Vous avez des tas de trucs qui se mettent à augmenter. Voilà. Allez pas me demander pourquoi. C'est probablement lié à des savantes stratégies d'allocation d'actifs sur les marchés. Si quelqu'un a la réponse dans cette salle, je prends. Toujours est-il que c'est comme ça que ça se passe. Donc si vous vous appelez, je ne sais pas moi, une entreprise de production de yaourt sans la nommer, le pétrole vaut plus cher, donc vous allez payer un peu plus cher votre logistique, mais à ce moment-là, les céréales valent plus cher, donc vos agriculteurs vont payer un peu plus cher, les céréales et le lait va coûter plus cher, tout va se mettre à valoir plus cher dans un effet d'entraînement. Et évidemment, vous avez un impact sur les coûts. Mais, comme je le disais tout à l'heure, l'énergie en volume, parce que là, c'est un sujet d'énergie en volume qui déclenche le choc, conditionne le PIB en volume. Donc, si vous avez moins de pétrole ou moins d'énergie, dans un premier temps, vous avez un choc, et dans un deuxième temps, pas longtemps derrière, vous avez une récession. J'insiste sur un point, vous auriez, comme il n'y a pas de rapport entre le PIB mondial et le prix, ce n'est pas le prix qui cause la récession, c'est la baisse du volume. Le pétrole resterait au même prix, il resterait au même prix, si le volume baisse, le PIB baisse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens vous disent « Ah, le prix du pétrole baisse, tout va bien », je dis « Attendons un peu, l'avenir le dira ». Pour le moment, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un défaut sur l'offre, vous avez donc avoir un défaut sur le PIB, et ça va évidemment impacter toute entreprise, puisque le PIB est par définition une somme de valeur ajoutée d'entreprise. Ensuite, vous avez le climat qui change. Alors le climat qui change peut déjà impacter des ressources. Par exemple, vous pouvez avoir, si vous êtes chez EDF, il y a quelques personnes dans cette salle, un impact sur l'hydraulicité des barrages. S'il pleut moins, vous avez moins d'eau à turbiner dans les barrages, et à ce moment, vous vendez moins de kilowattheures. S'il pleut moins, vous avez un débit dans les fleuves qui est moins important, et si vous devez préserver un débit d'étiage l'été, du reste, il y a des moments où vous devez faire des lâchers d'eau alors que personne n'a envie de consommer de l'électricité, et crac, voilà, et si vous pouvez en plus pas faire le barrage de Sivins, non pardon, j'ai rien dit. Vous pouvez être un agriculteur, et à ce moment, vous avez un épisode caniculaire, c'est vrai par exemple si vous êtes un agriculteur russe en 2010, c'est vrai si vous êtes un agriculteur français en 2003, et à ce moment, vous avez un défaut de ressources, et vous avez un défaut de revenus possible. Et donc, le changement climatique, et je n'ai pas le temps de développer ce soir, mais il y a déjà des exemples dans lesquels on peut dire, alors on ne peut pas dire c'est le changement climatique, mais on peut dire ça y ressemble. Dit autrement, le changement climatique multipliera des épisodes qui ressemblent à ce truc-là, et ce truc-là, on est capable de mettre en cascade les conséquences économiques que ça a eu. Par exemple, le printemps arabe, pour moi, est très lié à la canicule russe en 2010, laquelle canicule russe en 2010 ressemble au nombre d'épisodes qui vont se multiplier dans un climat qui se réchauffe. Le stress hydrique du pourtour du bassin méditerranéen y a contribué aussi au printemps arabe. Vous avez après, donc le changement climatique, ça commence déjà à faire des choses. Vous avez après le changement climatique dont on se dit, ou l'approvisionnement énergétique, dont on se dit qu'il va falloir s'en prémunir, et donc il faut faire des choses. Alors, les gens qui vous demandent de faire des choses peuvent être par exemple les clients. Alors, je prends un exemple. Mes clients ont acheté, les Français achètent à 4 millions d'exemplaires mon prochain bouquin, comprennent que se chauffer au gaz, ce n'est pas une situation d'avenir, et à ce moment, si vous leur proposez des maisons chauffées au gaz, ils disent non merci, j'en veux pas, je vais plutôt aller prendre une maison chauffée à autre chose, et à ce moment, si vous proposez ça, vous les vendez moins. Alors en fait, vous n'allez pas les vendre moins, vous allez peut-être les vendre moins cher, par exemple. On peut avoir les clients qui se disent « Oh là là, ça va barder en ce qui concerne l'approvisionnement en pétrole, donc je vais m'acheter une bagnole à 2 litres plutôt qu'une voiture à 6. Hein. » Et donc, si vous fabriquez des voitures à 6, ils ne vous les achètent pas. Exemple, hein, évidemment. Et à ce moment, si vous n'avez pas été capable d'anticiper l'adaptation de votre offre, vous aurez un impact sur le chiffre d'affaires. Alors je dis bien anticiper, parce que vous savez très bien, comme moi, qu'un produit, c'est rare que ça s'invente overnight.
en général, vous avez une période de maturation pour un produit, et quand vous regardez le cycle de développement complet d'un nouveau produit, même quand vous faites des biscuits, ça se compte souvent en années, parfois en décennies. Hein, si vous êtes dans les infrastructures en particulier, vaut mieux pas attendre la semaine prochaine pour commencer à changer la manière dont vous vous y prenez. Vous pouvez avoir l'État qui s'intéresse à la question. Alors l'État, c'est quoi son job? C'est de faire des règles du jeu. C'est pour ça qu'il est payé. Alors il peut en faire des stupides ou des intelligentes, mais il ne faut pas oublier que son job, c'est de faire des règles du jeu. C'est quoi ces règles du jeu? C'est la quantité d'argent que je redistribue, donc je la prélève ici pour la mettre là. C'est les obligations ou les subventions que je donne. Donc chaque fois, je fais des règles du jeu. Alors en matière de changement climatique, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut taxer. Même si Mme Royal n'aime pas ça, il peut mettre des quotas, il peut mettre des normes, il peut mettre des obligations de faire, il peut mettre des interdictions de faire, etc. Et ça va aussi déplacer pour un certain nombre d'entreprises à la fois les coûts et le chiffre d'affaires. Vous pouvez ensuite avoir la sphère financière, dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, qui commence à s'exciter sur la question. Ma modeste entreprise a été retenue, malgré les horreurs que je raconte, pour organiser un séminaire sur la transition énergétique pour la Caisse des dépôts dans 3 jours, pour l'ensemble des cadres de direction, enfin une fraction plus exactement des cadres de direction. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on doit commencer à s'organiser pour être sûr de financer des trucs qui vont dans le bon sens et pas des trucs qui vont dans le mauvais. Alors, qui vont dans le bon, ça peut s'entendre avec 2 exceptions. Ça peut être, c'est conforme à la politique du moment, ou c'est là où on va perdre notre pognon. Hein, vous avez à la fois la vision offensive et la vision défensive. Vous avez un certain nombre d'institutions financières internationales, parce que c'est en général de leur côté que ça commence, hein, c'est plutôt dans la sphère publique et parapublique, qui commencent à faire des choses sur la question, à mesurer l'empreinte carbone de leur portefeuille, etc. Donc la Banque mondiale a dit qu'ils ne financeraient plus les centrales à charbon. Enfin bon. Donc vous avez, or vous savez aujourd'hui que dans le monde, il n'y a pas un investissement et donc pas un produit qui se lance sans que vous ayez une banque quelque part. Donc le fait que la sphère financière bouge, ou que la sphère des assureurs bouge, vous vendez tel type de truc, vous allez faire courir des risques, je ne vous assure pas, ou je vous fais payer 3 fois, ou etc. Tout ça va déplacer l'économie, et là aussi, si vous êtes dans un contexte dans lequel ce que vous avez prévu de faire est trop riche en carbone, au sens trop dépendant d'énergies qui ne seront pas là, ou ça crache trop pour que le niveau d'acceptation de la société du moment l'accepte, enfin le tolère, à ce moment, vous êtes en risque sur votre financement. Dernier point, vous pouvez avoir le genre d'horreur que je raconte en ce moment dans l'enseignement, du reste je le fais 1 fois par an, dans une école que je ne nommerai pas pour ne pas leur causer d'ennui. Et à ce moment, vous avez des gens qui peuvent, soyons fous, de temps en temps un enseignant arrive à intéresser ses élèves. Donc vous avez à ce moment des étudiants qui se disent « Ah, c'est rigolo ça, je vais faire ça quand je serai plus grand ». Et ces gens-là, à ce moment, s'ils ne sont pas embauchés par les entreprises auxquelles ils toquent à la porte, à ce moment, le jour où le problème se présente vraiment pour l'entreprise, elle n'a pas les ressources pour les gérer, et donc elle se prend également une prune. Parce que vous savez comme moi que pour gérer un problème, il ne suffit pas de l'avoir identifié, il faut encore être capable de le traiter. Et je suis sûr que tous, dans vos univers professionnels, vous ne comptez pas le nombre de problèmes qui n'ont pas été traités alors qu'ils étaient parfaitement identifiés, tout simplement parce que la capacité à les traiter n'est pas là. Et ce n'est pas nécessairement une capacité financière. Ça peut être une capacité RH, et notamment des freins culturels, un défaut de compétences, etc. Enfin, on connaît tous ça. Enfin, au milieu de ce plat de nouilles, vous avez des ONG. Et il faut savoir que les ONG, au moins en France, c'est moins vrai dans les pays anglo-saxons, n'ont pas pour mandat d'apporter des solutions aux problèmes, elles ont pour mandat de secouer très fort ce cocotier dans son ensemble. Voilà, c'est ça leur mandat. Elles existent en secouant, elles n'existent pas en proposant. Et donc, de temps en temps, la noix de coco qui tombe est une bonne noix de coco, puis de temps en temps, elle vous tombe sur la tête et elle vous fait très mal. Voilà. Mais leur rôle, encore une fois, est de soulever des questions, c'est-à-dire secouer le cocotier, non pas sélectionner les noix de coco qui tombent, ou du moins, peut-être pas nécessairement de la manière dont vous l'auriez fait. Voilà, j'ai fini mon voyage en Terra Energetica. J'espère vous avoir montré que c'est un fil, quand on commence à le tirer, en fait, on tombe sur énormément de sujets extrêmement intéressants. Donc s'il y a des jeunes qui n'ont pas encore choisi leur voie professionnelle dans cette salle, je vous invite très fortement, pour avoir une vie aussi rigolote que possible, à aller vous plonger dans ce genre de sujet, parce que vous allez dévider derrière des tas de trucs qui n'ont strictement rien à voir avec la technique et qui touchent aux sociétés humaines, à la morale, à la politique, aux jeux médiatiques, aux notions de seuil et d'acceptation. Et donc c'est un truc absolument passionnant, vous l'aurez compris. Et voilà, maintenant, je n'ai pas de train à prendre, donc on peut poser des tas de questions.